Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Regardez-moi ce nouveau studio, ce nouveau décor. On a volé la place de Ken. Voilà, il présente toutes ses émissions ici. C'est un peu sa deuxième maison. Il y a son matelas à côté là. Voilà. On a investi les lieux évidemment pour vous parler de tout ce qui s'est passé cette semaine et notamment la conférence Apple qui a eu lieu. Est-ce qu'elle a déçu? Est-ce qu'elle a surpris? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Avant ça, évidemment, il y a quelques news, mais on va faire le tour du plateau. JK est avec nous, bonjour. Ça va, il faut regarder l'argent. On est perdu là. On est perdu caméra. Regarde en face, bonjour les viewers, bonjour Max Hildan. Bonjour tout le monde. Tu vas bien? Tu es prêt à... Alors tu vas faire quoi toi? Moi je vais vous parler un petit peu de Bluetooth et d'OLED. D'habitude c'est Pépé qui fait ça. C'est vrai. Mais non. Personne ne m'a dit ça. Ce sera pas du symposium, ce sera beaucoup plus Pépé light. sort de ce corps. Et ouais, on va parler évidemment. Moi je vais vous parler de l'iPad mini que je trouve c'est le truc le plus sexy de la conférence Apple. Je spoil un tout petit peu mon avis. Vous allez faire ça au fur et à mesure que je vais vous présenter. Vous allez dire content ou pas de cette conférence Apple et puis après on expliquera pourquoi. Content ou pas du coup globalement? Voilà. Voilà, c'est une réponse acceptable. C'est une réponse acceptable. Exactement. Pépé, bonjour. Comment ça va? Moi, je suis super content d'être là. Et c'est vrai qu'on inaugure un truc de ouf, quoi, parce qu'il faut quand même m'expliquer que ce studio, on le connaît. On le connaît bien, mais vu comme ça, moi, c'est la première fois que je suis. Je ne sais pas où je suis. Je sais que je suis avec vous. Je reconnais vos faciès agréables, de bipèdes charmants. Mais je suis content d'être là. On est un peu perdu. Non, perdu, non. C'est qu'il va falloir qu'on s'apprivoise le truc, parce qu'il faut débarrasser le matelas de Ken qui est en bas, parce qu'il a quand même investi les lieux. Et non, mais je suis très heureux. Là, hein. J'aime bien les Ken. Non, mais laissez-le dormir. J'aime bien les nouvelles expériences et la conférence d'Apple, moyen. Moyen. Ah bah ouais, moyen, parce que. Non, ne dis pas pourquoi. Mais non, je dis pas. Et puis j'ai des petites news aussi sympas sur des choses qui sont mignonnes. Et puis on va beaucoup participer. Et puis moi, voilà, merci Max Hildan. C'était la meilleure présentation aujourd'hui. Ah ouais. On pourra pas faire. Il aime pas quand je finis pas mes phrases. Linda, bonjour. Hello. Ça va? Bah écoute, ça va. Je suis au bout de ma vie. C'était la semaine la plus. Moi, c'est la semaine où tous les ans, si tu veux, je suis au bout de ma vie. Donc, tout le monde vient te dire alors, bonjour Madame VRP, qu'est-ce qui s'est passé? Le seul truc, c'est que là, j'ai pas le décalage horaire. Au moins, ce que j'allais dire, au moins là, t'as pas besoin de Au moins, là, descendre je suis dans le même fuseau horaire que tout le monde, donc ça va. Contente, pas contente, déçue? Alors, je vais te dire un truc très honnêtement, ni l'un ni l'autre, parce que c'est conforme à ce que j'attendais. Bah ouais, en vrai. C'est pas tout à fait, on va y revenir. Il y a quand même eu des choses. L'iPad mini, moi, où c'était la bonne surprise et c'était la variable d'ajustement des conférences Apple. Et bien finalement, c'était pour cette fois-là. Moi, c'est le produit qui m'a, comme JK, le plus intéressé. Est-ce que c'est celui qui se vendra le mieux? Non. Non. J'en suis pas sûr du tout. Chrono, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Oh. Écoute, je vais toujours bien. Un petit JDH, ça ne mange pas de pain. C'est tranquille. Exactement. Surtout là, j'ai l'impression de vous avoir à table. En fait, on est très oui. Franchement, c'est très apéro. Il manque des bières et des bières et des charcutes là. Là, on serait pas mal. Franchement, vous êtes tellement. Là, j'ai pas l'habitude. Pépé, j'ai l'habitude d'être à côté. Ouais. Mais alors là, je vous trouve hyper prêt. Ça me. C'est vrai. Oui, j'avoue. Cassez-vous. Prenons de l'espace. Chrono, ça va bien? Ben ouais, ça va super. Merci. Bon, il paraît que tu as vu Dune. J'ai vu Dune. En Dolby. J'ai vu Dune en Dolby Vision. Ah, c'est surtout de ça qu'on va parler. Et surtout ça qui est cool, c'est le fait que je l'ai vu en Dolby Vision. Alors, ouais. en un mot, ouais, carrément. On expliquera pourquoi après. Alors, ouais. c'est parti. On va commencer avec l'actu de la semaine. Ne vous inquiétez pas, pas d'Apple dans l'actu. On se le garde pour le dossier. Allez, jingle. Parti pour les news. On commence tout de suite du coup avec JK qui va nous parler de Bluetooth ou plutôt de Switch. D'une révolution, Max Hildan. Puisque ça y est, officiellement, la Switch est la première console actuelle à accepter l'appairage en Bluetooth. Parce que c'est pas sur PS5, c'est pas sur Xbox, mais c'est sur Switch. C'est sur Switch au bout de 4 ans. Je sais pas, elle est sortie quand la Switch? 2017 Mars 2017, ouais. Donc ouais, quasiment. La Switch est la première à faire ça? Max Hildan, Nintendo sont les premiers à faire un truc. La vraie question, qu'on s'en rend pas compte, mais il n'y a pas de Bluetooth sur les autres consoles. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Et je pense que la réponse est intéressante. Pourquoi les autres ne le font pas? Parce que ça ferait d'interférence avec la manette ou je ne sais quoi. Parce que déjà tu peux brancher, déjà c'est pour vendre aussi des casques officiels avec Google. Tu peux brancher, c'est vrai, facilement un casque sur PS5 et sur Xbox en filaire sur ta manette, donc le côté sans fil on va dire qu'il y est. Mais c'est vrai que moi un des premiers trucs à l'époque de la Switch, notamment quand on a commencé à avoir des intras, des AirPods, etc. Je lui dis attends c'est quand même vachement pratique de pouvoir utiliser ta Switch en AirPods. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'étais acheté un dongle à 30 balles qui marchait,
on va dire correctement, mais c'était pas très pratique, donc il fallait brancher en USB-C, etc. Et là, l'air de rien, ils balancent une mise à jour de la Switch où ils acceptent enfin les appareils audio, enfin les casques audio en Bluetooth. C'est de manière très facile, il suffit de l'appairer dans les paramètres de la Switch. À quelques détails près, c'est réservé donc au son. Ça ne fonctionne pas en mode micro, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser le micro de vos AirPods ou de n'importe quel casque de votre Bose, etc. pour communiquer. Moi, franchement, ça me dérange pas. Voilà, c'est pas du tout ce que j'utilise sur la Switch. Voilà. Et vous pouvez connecter, je crois, deux, comment on appelle ça, deux Joy-Con plus un appareil Bluetooth, plus un casque Bluetooth. J'ai ouï dire que ça créait justement des interférences et que du coup, avec les Joy-Con, c'était un peu la même merde. Alors, moi, mon expérience personnelle, elle est très simple, c'est que ma Switch, c'est une Switch Lite, donc les Joy-Con, j'ai pas de souci comme ça. Ouais. Je l'ai beaucoup utilisé jusqu'à présent dans les transports en commun, aucun problème. Franchement, ça marche du tonnerre là-dessus. Après, en fait, il y a tout un débat, en fait, et peut-être que Pépé va nous éclairer là-dessus par rapport au fait que si les constructeurs le font pas, c'est aussi à cause de la latence qu'ils estiment relativement importante. Moi, franchement, avec des AirPods, la latence sur Switch, quand je joue, je l'entends pas. Enfin, ça me gêne absolument pas. Donc, je sais pas si Pépé, toi, en tant que plus puriste... Non, c'est pas une question de puriste, parce que là, une latence, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec le fait d'être puriste, c'est des mesures. Oui, mais est-ce que tu l'entends? Est-ce que ça se ressent? Alors, moi, j'arrive à l'entendre sur des synchro-voix films, par exemple. Des films, voilà. C'est-à-dire qu'en effet, il y a plusieurs normes. Je sais pas quelle norme tu as été utilisée par la console, si c'est par Nintendo, si c'est de la PTX. La PTX adaptive est celle qui paraîtrait à le moins de latence. Je n'ai jamais dans ma vie écouté un produit Bluetooth avec une absence de latence totale. Il y a toujours un moment où, aux mesures, il y a un truc qui va se mettre à déconner, mais il y a rarement, on a fait des mesures où c'était très variable. Mais franchement, il n'y a pas de règle. Ça qui est affreux, c'est qu'en effet, ça peut marcher très 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 bien. Ça dépend aussi de ce qu'il y a de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que elle. Ça dépend aussi de l'appareil aussi. Il y a toujours émetteur, récepteur. Ouais. Mais on arrive à des latences qui sont quand même vachement acceptables. Mais il y a toujours le côté où on peut jouer. Il y a le côté où quand tu écoutes un film en VO, il y a la synchro-voix qui peut être vite détectée, peut-être encore plus qu'avec un coup de feu où il n'y a pas de labial. Moi, je regarde souvent des films avec mes AirPods sur un iPad, par exemple. À quelle heure? Dans quel état? Non, n'importe quand. Ou même ça passe très bien. Non, ça passe. Non, ça passe. Non, ça passe. Mais il peut y avoir des trucs variables. Gardons, il y a un truc aussi quand même qui est intéressant à noter, c'est que personnellement, moi, sur mon smartphone, par exemple, il n'y a pas de mode de jeu. Il y a des smartphones qui ont des modes jeux, je pense au Samsung, je pense au OnePlus. Quand tu as un mode jeu, il y a une compensation de la latence qui se fait et qui fonctionne plutôt bien. Mais quand il n'y a pas de mode jeu sur mon Pixel, il n'y a pas de mode jeu. Quand je joue à un jeu comme Dead Cells, où c'est un jeu rapide où tu peux enchaîner des ennemis, où tu entends les coups d'épée avec un vrai retard, c'est dérangeant. En revanche, pour tout ce qui est regarder du contenu, Netflix, YouTube, etc., là, il n'y a pas de latence parce qu'on entend la latence pendant une seconde ou deux et après, paf, ça réajuste en fait automatiquement. Et c'est parce que j'imagine que de point de vue logiciel, sur YouTube, sur Netflix et compagnie, ils ont prévu le coup. Sur Switch, moi, j'ai pas pu tester le Bluetooth sur Switch. Par contre, je me dis qu'au bout de 4 ans, ils ont dû quand même taffer leur truc pour limiter au maximum la latence. C'est pour ça que je suis plutôt confiant sur le fait c'est pour ça que ça m'étonne pas tant que ça quand on dit il y en a pas. Je me demande ce qu'a motivé Nintendo parce que c'est effectivement ils auraient pu ne pas le faire, on s'est habitué. Ils auraient pu pas le faire. Le fait de le faire, c'est quand même bien, même si évidemment au bout de 4 ans tout le monde quand non mais justement comme ils ont pris en disant au bout de 4 ans ouais mais eux ils le font. Mais comme ils ont pris 4 ans, je pense qu'ils ont taffé là-dessus parce que comme je te dis sur mon Pixel, moi quand je joue, j'ai de la latence en Bluetooth alors que les smartphones qui ont un mode jeu n'ont pas de latence en général. Je pense qu'ils sont pas juste fait on-off, tu penses qu'il y a un peu de travail derrière. Je pense que sur les jeux, ils savent aussi les jeux qu'ils ont. C'est beaucoup de jeux avec de la musique en fond. Je suis pas sûr que tu vois sur la latence, il se soit dit ça va être hyper gênant. En revanche, il faudra voir sur des jeux qui sont pas forcément les leurs. Sur des jeux de rythme. Sur les jeux de rythme, sur des choses comme ça, où tu as des jeux jeux sur de les tir. jeux que j'ai pu essayer, bon, c'est des rares jeux de tir qu'il y a sur la des- Switch. Si là, c'est gênant, mais pour les jeux, quand tu vas te taper Zelda avec la musique de fond, Non, A franchement. priori, ça t'en devrait fous, quoi. pas trop poser problème. Bref, Ouais. Donc voilà, Voilà, mettez à jour côté- votre Switch côté et pour le coup l'appairage est très facile et très stable. Moi j'ai eu aucun problème d'interférence pour le moment, même dans le métro et tout. Donc je suis quand même très content de pas avoir à brancher mon dongle. Et par contre par contre les fabricants de dongle ils doivent faire un peu faire la tronche là, parce que ils vendaient des trucs, ils en vendaient. ils ont vendu pendant 4 ans tout ce C'est qu'ils ça. pouvaient. Ouais. Ça va, ils ont déjà fait leur beurre. Il Ouais. est temps Ouais c'est vrai mais d'arrêter d'arnaquer les Ça gens. devait arriver tôt ou tard. Exactement. Franchement. mais sur la Switch, c'était important. Ouais. Sur les autres, on s'en fout. Enfin, en fait, c'est Franchement. horrible. Oui, le fait que Sur les consoles portables, Voilà. Bien ça a sûr. beaucoup moins d'intérêt. Sur la Xbox, Switch, sur Xbox, ils ont leur casque, donc ils les balancent. PlayStation a son casque, ils en ont même fait une déclinaison colorée.
Tu vois, quand tu es chez toi, c'est vrai que c'est pas pareil. Et là, sur la Switch, sur une console portable. Il y avait urgence un peu plus que sur les autres. On enchaîne avec ce que je vais appeler le tunnel de Melinda, ici, puisque... Non, ça va aller vite. Tu souhaitais revenir sur les annonces de Xiaomi, puisque Apple j'ai un souvenir à double euro, la dernière fois qu'on a parlé de Xiaomi, on en a parlé pendant 45 minutes. C'était bien, les gens ont tous zappé. C'est terrifiant. Non, c'est pas vrai. Terrifiant. Non, c'est extrêmement intéressant de parler de Xiaomi parce que c'est l'autre marque qui fait beaucoup parler d'elle. Déjà parce qu'elle est omniprésente. Déjà, c'est les seuls qui osent faire une conf le lendemain de celle de l'Apple. Et l'annonce le premier jour. En fait, il y a quelque chose qui est très très drôle, c'est qu'il fut un temps où les conférences d'Apple, tout le monde fuyait. On savait que le début de septembre était réservé à Apple. Samsung avançait ça au mois d'août. Les autres, Huawei, du temps de sa splendeur, mettait ça à la fin septembre. Tout le monde fuyait. C'est un peu comme les sorties de jeux vidéo tendus. Les Call of, l'Assassin's Creed ou Rockstar, tout le monde se barre. Et bien eux, Xiaomi sont tellement sûrs de leur fait en ce moment, et à juste titre, enfin les chiffres de vente le montrent, que eux, ils ont anticipé une conf le 15 septembre, en sachant pertinemment, ils ne l'ont pas choisi par hasard, cette date, ils savaient pertinemment que c'était la date qui se murmurait pour Apple, ils y sont allés franco en disant, on va se mettre le lendemain, parce que Apple fait rarement des confs le mercredi, et on y go. Et le jour même de la conférence Apple, le 14, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le patron de Xiaomi a fait un petit tweet, tout innocent évidemment, le matin, à peu près à la même heure où Tim Cook tweet en général, à peu près pour annoncer qu'il est réveillé et que le soir il va se passer un truc. Ils ont tweeté sur des lunettes en réalité augmentée. Et on sait que c'est le produit, c'est un peu l'arlésienne du moment chez Apple. Alors honnêtement, sur ce coup-là, je pense qu'il n'y a que chez Xiaomi qui pensaient que Tim Cook annoncerait ça le soir, parce qu'il n'y a aucune chance de voir ça. C'est de la provoque et pour marquer le terrain. C'est la stratégie de Xiaomi en ce moment. On sait, ils ont tout fait comme Apple, on leur a suffisamment dit. Pour le moment, ça cartonne pour eux. Donc ils y vont franco, et ils nous font aussi des confs à la Apple. Donc là, on s'est tapé, je pense, à peu près la 25e conf présentation de l'année de Xiaomi. Nous sommes que début septembre. Ils en font une, je crois, là. Je sais plus. Il y a encore des trucs, mais de toute façon, il reste octobre, novembre, décembre, ils ont le temps d'en faire 10. C'est 3 semaines, ils en font une. Voilà. Donc là, nous avons vu apparaître, attention, roulement de tambour, parce qu'on a changé les noms, parce qu'il faut quand même tout le temps faire parler de soi. Donc on ne dit plus les Xiaomi Mi, on dit Xiaomi 11T, qui étaient donc les nouveaux sans le Mi. C'est facile, parce que en vrai, Xiaomi Mi, on s'y retrouve. Non, alors non, ça va être l'enfer pour écrire, parce que tu vas tomber vite à court de termes. Ah oui. Mais donc, voici donc les 11T, parce que les 11 sont déjà sortis il y a tellement longtemps, il y a quelques mois. 11T et 11T Pro, qui ont été annoncés. Donc évidemment, c'est le très haut de gamme de Xiaomi. C'est des smartphones plutôt... Je t'interromps. Pourquoi pas Xiaomi 12 ? Pourquoi 11T ? Alors ils aiment bien, tu sais. On aurait pu balancer le 12 maintenant, quoi. C'est bon, là, tu vois. Non, mais c'est pas parce que c'est pas simplement comme chez OnePlus que c'est la même année. Si, c'est la même année. On n'a pas changé d'année. Ouais, mais c'est pas. Enfin, oui et non, parce qu'ils avaient commencé, tu sais, ils commencent à cheval sur les années, eux, ils sont un peu en mode, ils s'en foutent. Non, c'est juste que je pense que tu sais, à une époque, la concurrence faisait du S, eux, ils font du T. Ben voilà, ils continuent. Comme OnePlus. Ouais, OnePlus faisait pareil. Oui, c'est vrai. Mais pour les mêmes raisons, c'est comme Apple quand ils faisaient leur gamme S, c'est juste de la petite évolution. Sauf que voilà, il y a de la déclinaison à gogo. Donc voici présenté par mon collègue le 11T et le 11T Pro. Alors, avec 12 milliards de watts de charge. Alors, la grosse nouveauté sur le 11T Pro, mais ça on l'attendait, c'est donc la fameuse Hypercharge à 120 watts. Donc, et là, ça te promet de te charger ton smartphone 100% en 17 minutes. Et te faire dresser les cheveux sur la tête. Batterie 5000 mAh. 5000 mAh, c'est une espèce de violence. Ça fait pousser les cheveux de pépé, tu vois. Ah, mais c'est clair. C'est une violence. Pour que les gens se rendent compte, je crois que chez Apple, on est genre sur du 25. Ouais, c'est 25 watts, je crois. La charge rapide, c'est 25 watts. Et on n'a même plus d'adaptateur. Et en rapide, hein. Et on n'a plus d'adaptateur. Oui, en plus, ouais. Mais c'est pas du tout les mêmes ambitions. Bah non. On sait que le 120 watts, là, ils nous ont quand même promis. Alors attendez. Je cite, l'utilisation de technologies innovantes comme les pompes de charge double, la structure de la batterie à 2 cellules, pour justement que tu ne flippes pas trop, que ton téléphone crame, parce qu'on sait que du 120 watts, bah ouais, c'est ça. C'est tout sauf bon pour du smartphone. Là, je l'ai déjà répété 250 fois. Vous aurez de l'autonomie en 17 minutes. Je pense que vous pouvez racheter le Xiaomi Mi 12, le Xiaomi 12 par la suite. Hein. Là, honnêtement, c'est censé être étudié. Donc, on va me dire que je suis mauvaise langue, mais franchement, mais il y a moyen que ce soit pas très bon pour la batterie, qu'elle perde en durée de vie, voire même que si elle se charge vite, certes, mais il y a aussi des chances qu'elle se vide. En fait, le truc en général, c'est ça, c'est qu'elle se décharge vite et une batterie de smartphone, elle fonctionne par cycle.
vous avez un nombre limité de cycles avant que votre batterie elle rende l'âme. Et le problème, c'est que 17 minutes, c'est de l'incitation à recharger sans arrêt son smartphone. À refaire des cycles. Dès que vous faites un cycle, en fait, vous diminuez la durée de vie de votre smartphone. Moi, c'est pour ça que je dis, au-delà de 65 watts, n'y allez pas. Déjà, 65 watts, c'est énorme, donc n'y allez pas. Ce smartphone n'a pas que ça, donc il a évidemment du Snapdragon 888 à l'intérieur, donc qui est actuellement ce qui se fait de mieux, en tout cas chez Qualcomm. 8 à 12 Go de RAM, 128 ou 256 de stockage. Alors, je crois qu'ils n'ont pas annoncé, mais je pense que tu dois pouvoir optimiser par carte SD. T'en fous un peu du stockage, non? Bah, c'est light. 128, ça devient light. 128, non, c'est le minimum, on en parlera avec Apple. Parce que tu en as besoin pour mettre tes applications, mais tes photos, tes vidéos, tu mets sur le cloud. C'est la stratégie de Google, mais tout le monde ne fait pas ça. Il devrait. Le prix du stockage, vaut mieux payer un abonnement à l'année, là, ça coûte 10 balles par mois, salut. Non, ça coûte même moins que ça. C'est plutôt 4 balles même. Ouais, 2-4 balles. Ça coûte c'est cher. Non, c'est tous les mêmes prix. On en avait parlé ici. C'est 1,99 pour 100 gigas, pardon. Oui, autant pour moi. Les gens vont t'appeler. Les gens vont t'appeler. 100 gigas. C'est le cloud personnel chez Chrono. C'est un petit serveur qui 200 même, je crois. C'est peut-être même on a du bon stockage désormais. En gros, ça coûte moins cher du stockage en cloud qu'en physique. Ouais, mais bon, déjà, les gens n'ont pas forcément envie de tout avoir dans le cloud. Le fait, si tu n'en captes pas, je trouve que c'est quand même important d'avoir. C'est dommage si ta maison brûle de pas te perdre. Et puis, non, mais tu vois, quand tu joues, tu as besoin quand même d'avoir un peu de stockage. Moi, je trouve que 128 aujourd'hui, c'est vraiment un minimum. 128, c'est minimum. Moi, je suis assez d'accord. D'ailleurs, regarde, on en parlera tout à l'heure, mais les iPhones démarrent tous à 128. Ils ont arrêté les résis des 16 vidéos en 4K 60 FPS et compagnie, même si tu ne fais pas tous les jours. Là, il y a aussi un truc, pense, le 11T Pro. Donc il y en a deux, il y a 11T et 11T Pro. Ils ont exactement la même tronche. Ils sont triple capteur photo, les trois. Donc objectif principal, le capteur principal grand angle, c'est du 108 mégapixels. C'est celui qu'ils ont conçu avec Samsung. D'accord. Un ultra grand angle de 120 degrés, 8 mégapixels. C'est pas la folie quand même. Télémacro de 5 mégapixels. Et le 11T Pro filme en 8K. Tu as quand même un petit peu besoin d'espace si tu filmes en 8K quand même. Effectivement. Donc, tu vois, 128, 256, moi je trouve ça un petit peu light. Le son... Après, c'est pareil, ça dépend de la compression aussi de la vidéo. Oui, voilà, il y a ça, mais bon, il faut travailler ça là-dessus. Ouais. Le son, c'est toujours Harman Kardon chez eux depuis le Mi-11, je crois bien. Il fonctionnait très très bien. Le son était très étonnant. Ils ont un deal avec Samsung, franchement. Sur le capteur déjà, puis je pense que derrière, il doit se faire refourguer 2-3 trucs. Ils se sont faufilés pour avoir Harman avec. Et oui, c'est ça, c'est la même maison, donc c'est comme chez Apple, ils ont dit, on a mis le paquet sur le mode nuit. D'accord. Donc ce sera à voir parce que le capteur, à chaque fois qu'ils sont un peu aventurés sur le capteur 100, il y a eu besoin de rajustement logiciel parce que ce n'était pas optimal au début, c'était mieux après, donc on verra ce mode nuit. Le 11T, c'est exactement le même, sauf que vous n'avez pas de 120 watts, évidemment, vous n'avez que du 67 watts, beaucoup plus raisonnable, pour la charge rapide moins, et le processeur n'a rien à voir. Exit, le Snapdragon 888, c'est du Dimensity 1200, Mediatek. C'est Mediatek. Alors, mais 1200 Ultra. Tout de suite, tu sors Mediatek, Voilà. Là, en fait, c'est le principe, on l'a déjà dit, ils sortent beaucoup de déclinaisons des mêmes smartphones avec des concessions. Là, la concession, c'est sur la charge et sur le processeur. Le stock, après, je ne sais pas ce qu'il vaut ce stock, mais c'est mais il me semble que j'avais testé la précédente version. Le 1200 n'était pas trop mauvais. Il était honnête. Et ça fonctionnait, franchement. En fait, j'ai été surpris parce que je me disais, Mediatek, c'est mort. Ils auraient mieux fait d'aller sur un Snapdragon, un 700 et quelques, tu vois. Oui, mais Mediatek, sont hyper agressifs en ce moment sur le Dimensity. Et là, il est brandé 1200 Ultra. Donc, je ne sais pas à quoi correspond l'Ultra. Des soucis d'approvisionnement aussi, où tu te dis, on va pas prendre tout dans la même crèmerie. Alors, je vous donne un petit peu les prix parce qu'on est quand même sur du flagship et donc comme toujours, on sait que chez Xiaomi, ça cartonne. Donc, le 11T est à 499, à partir de 499 €. Avec son Dimensity. C'est cher, c'est agressif. C'est agressif. C'est agressif, ça. Ah ouais. C'est agressif. Il faudra voir. C'est toujours pareil. Il faut voir la suite. C'est exactement. Les deux sont identiques en fonction. C'est vraiment. C'est des ajustements. Enfin, après, ils n'ont pas tout expliqué, mais on verra à l'usage. Mais et donc, attends, pardon, excuse-moi, c'est bien du 5000 mAh aussi pour la batterie toujours? A priori, c'est la même, sauf qu'elle n'a pas la charge rapide, elle a une charge 2 fois moins rapide. Parce que 5000 mAh, c'est vachement cool comme batterie en vrai. Alors, 5000 aujourd'hui, c'est extrêmement médian. Je suis en train de bosser sur le sujet et je te montrerai ça une fois dans le JDH. C'est en train d'être la batterie un peu standard. Sauf que, évidemment, et je vous expliquerai pourquoi, ce n'est pas du tout géré pareil. Et notamment le Mi 10.
Non, le Mi 11, pardon. Le premier qui est sorti, qui était le premier à avoir un Snapdragon 888 et une batterie 5000, était catastrophique en autonomie. Pour vous dire, il avait une autonomie moindre que l'iPhone 12 mini qui est extrêmement critiqué. Ah oui, mince. Parce que le problème, c'est très bien de mettre des batteries, c'est très bien de mettre de la charge rapide. Si vous avez extrêmement mal géré l'intégration du processeur et la gestion, c'est un écran AMOLED 6,67 pouces. Je vous ai pas dit. C'est quand même fou. Full HD adaptatif 120 Hz. Il faut savoir le gérer. Si parce que tu vois, moi, je me rappelle. En plus, c'est que Full HD. Moi, je me rappelle, par exemple, JK avec le Asus ROG là, en 5000, le dernier, il tenait. Ouais, le ROG Phone, il tenait super bien. Le ROG Phone, il tient très bien. Il a 6000, 5000. Le 2, c'était 5000, c'est 6000. Un des derniers, le 5, là, je crois que c'est 6000. C'est 6000 c'est 6000. Ah bah oui, on est à 6000 mAh. Ouais, c'est pour ça. Mais donc, on verra l'intégration, comment il tient. Celui-ci est à 649 €. C'est extrêmement agressif. Il reste, avec un Snapdragon 888, il a un Snapdragon. Voilà. Mais reste à savoir comment il le gère. C'est toujours le problème, parce que c'est beau sur la feuille. Il faut voir comment c'est géré. Mais en tout cas, sur la feuille, là, c'est beau. 120 Hz l'écran ou pas? Écran 120 Hz. Donc, écran 120 Hz, a priori, sur les deux. Oui. On n'a pas encore les dates de sortie. Incessamment sous peu, normalement, fin du mois. Fin du mois, normalement. Non, mais là... Ils font une keynote, ils annoncent leur bordel et ils sortent pas la date. Mais tu sais bien que c'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent. Il y aura une autre keynote pour annoncer la date. Ils vont annoncer. Il y a une autre conférence pour t'annoncer parce que attendez, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire. C'est fin du mois normalement. D'accord. Mais la date, jour exact, je crois qu'on l'a pas eu. J'ai oublié de vous dire un truc. Les prix que je vous donne là sont les prix qui sont annoncés, mais ce sont pas forcément les prix pour la France. Ah bon? Ça va se jouer entre 10 ou 30 € de différence, en plus en général. Oui, parce que c'est ça. En fait, ils font une annonce. C'est des produits souvent qui ont été. On va parler de la pad, de la tablette. Elle a été annoncée déjà en Chine il y a quelques mois. Ils font une annonce Chine, une annonce monde et une annonce France. C'est pour occuper tout le terrain pendant. C'est une stratégie. Donc, on aura la date à la conférence France. Donc on aura une date un petit peu plus tard. Mais voilà. Donc ces prix-là, ce que je vous donne, c'est indicatif. Il ne va pas y avoir 100 € d'écart, j'ai pas dit ça. Mais ça peut être majoré de 20 ou 30 €. Ça dépend des pays. On sait qu'en Allemagne ou en Espagne, c'est jamais les mêmes pays. Nous, on est un peu au milieu. Donc souvent, ça, ce sont les prix qu'ils donnent pour l'Espagne, où c'est moins cher. Il y avait un produit intéressant, Xiaomi Pad, je fais très vite. C'est le retour de la tablette. Enfin, en France, ça va être la première tablette Xiaomi annoncée. Eux, ils en avaient déjà fait avant. En France, officiellement. Et ça fait 4 ans, je crois 3-4 ans qu'ils n'en avaient pas fait. Alors globalement, ça a bonne presse, les pads ou... On ne sait pas. Ça va être une vraie découverte. Attends, nous, elle est arrivée à la rédaction. Elle ressemble à toutes les autres. Voilà, on va pas se mentir, elle ressemble à ce qui se fait déjà. À l'écran, là. Mais c'est un produit qui est assez intéressant parce qu'elle est 120 Hz. Elle est belle. Voilà, tu vois, elle ressemble. On est entre l'iPad Pro et la tablette de Samsung, qui sont deux produits excellents. C'est pour ça, celle de Samsung. Après, ils vont s'inspirer de produits qui sont excellents. En même temps, une tablette, innover sur de la tablette en termes de design. Bonjour. J'aurais pu te ramener la Lenovo Yoga Tab que je suis en train de même le Lenovo à l'époque, ils avaient innové. Qui a son pied. Pour moi, ils sont partis sur quelque chose de différent. C'est vrai. Snapdragon 860. En plus, moi, pour la tablette, ils ont leur coup à jouer parce que les tablettes sous Android qui sont efficaces, il n'y en a pas des masses. À part Samsung et Huawei, ça et Lenovo, elle est pas mal, mais ils vont arriver en cassant des prix, donc ils ont un champ libre là. Après, pour moi, regarde, c'est exactement la présentation. Enfin, ça vous rappelle une autre tablette. Mais complètement. Je regarde depuis tout à l'heure, je suis. Tout est et les visuels, c'est voilà, bon, c'est drôle, c'est très très drôle. Mais après, ils vont s'inspirer de ce qui marche et en ce moment, ils le font. Ah ouais, les visuels avec les petits carrés. Non, mais c'est de la folie. Les visuels avec les carrés, la présentation de la tablette où on t'explique ce que tu peux faire avec le stylet qui est aussi en option. Comme le Quick Note qui a été présenté sur l'iPad. Et même l'angle de caméra, et les visuels, c'est pareil avec la main à moitié dans l'ombre, enfin c'est très drôle. Mais bon, ça a l'air d'être une très bonne tablette. Snapdragon 860 avec 6 Go de RAM, appareil 13 mégapixels au dos, 8 en façade, 128, 256 de stockage, 4 haut-parleurs Dolby Atmos, elle est Wi-Fi 5 seulement. On verra que c'est du Wi-Fi 6 un peu de l'autre côté. Elle est à partir de 349 € annoncée, donc pareil, susceptible d'être un peu plus. Sur le papier, elle est très prometteuse. On est d'accord. On verra à l'essai, parce que pour moi, le problème, c'est que c'est toujours Android n'est pas fait pour de la tablette. Mais ça, c'est un... Est-ce qu'ils ont une surcouche? J'imagine qu'ils ont une surcouche. C'est ça, il faut voir l'état de la surcouche. C'est ça qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, l'écosystème d'une tablette, la partie logicielle, c'est presque aussi important que... Vous voulez dire qu'il faudrait un Android OS, enfin un iPad Android? Non, il faudrait un vrai OS Android pensé pour les tablettes, mais ils ont lâché l'affaire. Il manque l'intuitivité sur les tablettes. Android n'a pas l'intuitivité sur tablette. C'est même pas ça, c'est qu'au-delà du fait qu'ils ont lâché l'affaire, c'est qu'ils n'y ont jamais été. Parce que si tu regardes bien, Google, ils font pas de tablette. Non. Ils en ont fait une époque.
Ouais, mais c'était il y a très longtemps. Mais c'était il y a très longtemps, tu vois. Et là, on sent très bien que eux, ils en ont rien à faire en fait des tablettes. Et donc ils laissent ça à ceux qui veulent en faire, c'est-à-dire les Samsung, les Xiaomi et compagnie. Donc c'est à eux en fait de faire le taf. Sauf que les autres se contentent de prendre ce qu'il y a. Huawei faisait des très bonnes tablettes. Huawei, les MatePad étaient des très très bonnes tablettes, mais bon, eux, ils sont un peu handicapés. Ils sont un peu bloqués. Ils sont handicapés. Et un dernier truc sur le prix, il y a un truc intéressant, c'est que souvent avec Xiaomi, comme avec beaucoup de marques chinoises notamment, tu sais, tu as les early bid, tu as le prix qui n'est pas le même, tu as les 100 € en moins à l'achat au départ. T'inciter tout de suite à la prendre, mais ça c'est leur politique. Voilà, ça aussi ça peut faire changer. Alors, je vous ai trouvé un petit visuel qui m'a fait rire, que j'ai envoyé à Denis, qui nous supporte. C'est tout ce qui a été sorti, parce qu'on a dit Xiaomi, ils sont en train d'être numéro 1 aujourd'hui. C'est ceux qui vendent le plus, ils vendent des caisses et des caisses. Je vous montre là juste ce qui est sorti. Alors, il n'y a même pas les derniers là qui ont été annoncés. C'est tout ce qui est au catalogue de Xiaomi et donc de ces marques après. En 2021 ? Juste depuis le début 2021, là, ce qu'on vous montre. Oh là là. C'est hallucinant. Ils sont sortis cette année. Ça, c'est juste ce qui est là depuis le début de l'année. Dans les chiffres, on vous met aussi des modèles qui sont sortis fin 2020, parce qu'il y en a qui étaient sortis fin 2000. On voit même pas la différence, c'est tous les mêmes. Il y a des variantes. En gros, oui, tu as le machin version 5G. Ils ont compris le truc, c'est ils veulent. Il y a même les trucs gamer, Black Shark. Ils proposent absolument tout ce que vous voulez. Vous voulez un smartphone bien. Poco, c'est eux. Sans Snapdragon, vous l'avez aussi. Il existe. Il y a des déclinaisons. Là, ils ont quand même présenté le Mi 11, donc qui s'appelle encore Mi 11, Lite 5G NE. Non mais c'est effrayant. Sachant qu'il y a déjà un Mi Lite quand ils font 5G ou un Mi Lite 4G. L'avantage qu'il y a, c'est que tu te dis, au moins, il y en a pour tout le monde. Ouais, parfois, c'est juste, je veux un écran AMOLED. Mais quand tu arrives en boutique et que tu connais pas bien le smartphone, mais non, t'es noyé. Tu comprends plus rien. Bon, après, mais après, ils ont raison. Tu vois, ils en vendent des cargaisons. Mais c'est plus facile. Si ça marchait pas, ils feraient pas. Ils auraient pas. C'est plus facile quand on a 80. Quand on a 80, tu ne sais pas. Franchement, tu veux aller chercher un. Il y a Realme qui a le même strat. Tu vois, Xiaomi, c'est une marque qui est probablement très mise en avant. Et puis en plus, souvent, tu parles par rapport à ton portefeuille. Tu arrives, tu as toujours un produit qui correspondra à ce que tu vas mettre comme argent. Tu as 109 €, 119 €, tu as toujours un produit. Et finalement, il y a des différences, comme tu dis, qui sont extrêmement minimes. Il y a des produits qui se télescopent complètement. Mais c'est sûr que quand on a vendu, quand tu as 80 références comme ça, j'exagère, mais je ne sais pas combien il y en a cette année, c'est sûr que c'est plus simple d'en vendre que quand on a 4. On en parle quand même beaucoup moins que des autres marques, soit Samsung ou Apple, et pourtant... Xiaomi, on en parle. On en parle parce que tu travailles chez Android, mais je veux dire... C'est énorme. Globalement, les gens en parlent moins. Tu vas sur Twitter et que tu regardes les top tendances, t'as rarement un hashtag Xiaomi. Ils ont une grosse, très très grosse communauté de fans. Je pense que dans le chat, là, tu vas avoir des gens qui sont des très gros fans Xiaomi. En fait, ils ont fait leur notoriété sur Internet. Xari, c'est depuis le début. Non, mais ils ont fait leur notoriété sur Internet. Donc, ils sont là où est la communication. Et Xiaomi l'a très très bien compris. On est abreuvé en permanence d'informations, surtout. Quand je rigole quand je dis c'était la 25e conf. Je pense qu'au niveau des annonces, sur une année, il n'y a personne qui fait autant qu'eux. Ils ont fait une conférence produit il n'y a pas longtemps, parce que le Mi, maintenant, c'est pour tous les produits. Là, il y avait le Mi Smart Band. Ça réclame un sondage, d'ailleurs, sur le chat. On n'en a pas parlé. Il y a eu le Mi Smart Band 6 qui a été annoncé. Il y a eu le Mi Smart Projector. Ils annoncent, le mois dernier, où il y a même pas peut-être un mois, il y a déjà eu des produits pour la maison. Il y a déjà eu d'autres smartphones. Ils sont tout le temps, ils occupent le terrain médiatique. C'est un truc de fou. Au bout d'un moment, t'as plus rien d'intéressant à dire. Ils font un peu ce qu'était Huawei il y a 2-3 ans, 3-4 ans. Et même OnePlus, à un moment donné, communiquait énormément. Ils ont commencé à balancer les produits. Tu avais des trucs qui se télescopaient en permanence. OnePlus, ils avaient 2 temps. Ils avaient 2 temps dans l'année. Voilà. Eux, en fait, on ne connaît pas leur temporalité. Quand tu as envie de parler, c'est tous les mois leur temporalité. C'est impressionnant. Après, ils ont une grosse fanbase. Mais c'est clair. Énorme. OnePlus aussi, à l'époque, on avait. À l'époque, continue. Dès que OnePlus faisait quelque chose, c'est un tweet, t'avais directement une couleur, un machin. Pour le moment, de toute façon, pas de date de sortie. C'est fin du mois. Il me semble, si je vous dis des bêtises, mais fin du mois, il me semble que c'est. Et puis j'imagine que vous aurez tout ça dans les mains. Mais on les ramènera évidemment. Dire si c'est de la merde ou pas. On va en reparler. On en reparlera évidemment. Parce que c'est ça qu'on veut savoir dans cette émission. Est-ce que c'est de la merde? Jean-Pierre Coff nous regarde évidemment de là-haut. Et on enchaîne avec du coup Chrono. Est-ce que vous vous rappelez? Dis-moi. De Stadia. Oh non. Non, on a dit qu'on arrêtait. Dans cette émission. Moi, oui, je m'en sers encore. Pour le travail, pour vérifier ton temps, toujours. Ça me fait marrer. J'ai coupé mon abonnement il y a bien longtemps. Écoute, moi aussi. Donc, Stadia, en fait, la promesse, c'est quoi? C'est d'avoir du PC gaming haut de gamme accessible à tout le monde. Enfin bref, oui, peu importe, PC ou console. Bon.
C'est plus de la console. On est au-delà de ça. C'est plus de la console, mais tu vois, c'est quand même censé être tu vois, du high-end, même si tu n'as pas des options de paramétrage, etc. Mais quoi que tu avais du mode résolution versus fluidité, etc. Bref. Et donc la promesse de Stadia, c'était quand même d'avoir du jeu sans compromis à partir du moment où tu as une bonne connexion Internet. Et il y a bien un domaine qui demande de l'investissement, qu'il s'agisse d'investissement technologique ou bien d'argent, parce que c'est souvent lié, n'est-ce pas? C'est la réalité virtuelle. Et Stadia n'est toujours pas sur la réalité virtuelle. Eh bien, figurez-vous que Stadia, il se pourrait que ça change, pour une raison qui est très simple. C'est parce que c'est Road to VR qui a détecté des offres d'emploi par Google pour Stadia du 7 septembre dernier. Où ils cherchent diverses personnes, des ingénieurs, des software développeurs, etc., mais avec une préférence d'expérience avec la réalité virtuelle, simplement. D'accord. Donc, voilà, je te sens dubitatif, très cher Maxime. Je suis surpris de les voir encore sortir des trucs. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la VR en streaming, c'est quasiment pas développé. Il y a des boîtes comme Shadow qui avaient un peu essayé parce que ça demande énormément en termes de latence et tout. Là, on est quand même très très haut niveau et en termes de compression d'image et tout. Mais s'ils y arrivent, parce que là, pour le coup, on s'amuse. On se moque un peu de Stadia. Mais s'il y a bien un truc qu'ils avaient réussi, c'était le fait de jouer sans latence, avec très peu de latence, en tout cas perceptible. Et ça dépendait des jeux. Globalement, franchement, de tous les services de streaming, de cloud gaming qu'on a pu tester, c'était un des plus efficaces en termes de qualité d'expérience de jeu pure, quoi. Mieux que chez Microsoft, mieux que chez Nvidia. Ça se tirait la bourre avec Shadow, en tout cas à l'époque, quoi. Du coup, si peut-être une boîte qui peut arriver à faire, en tout cas technologiquement parlant, du streaming en VR, ça peut être effectivement. Moi, après, je crois pas. le truc, c'est comme d'habitude. Le problème, c'est comme d'hab, on aura un modèle économique tout pété. Oui, voilà. Ils ont un modèle économique qui ne plaît pas. Ils ont une technologie qui a mis du temps à fonctionner et qui. Enfin, moi, je suis désolé, je maintiens que ça dépend des jeux puisque j'ai testé des jeux à travers le temps qui n'ont pas évolué et d'autres pour lesquels ça marchait mieux. En fait, malheureusement, les premiers jeux étaient très mal adaptés et du coup, ça a un peu niqué l'image. Et puis derrière, les mecs, ils ont quand même annoncé que maintenant on arrête, on file juste la techno à ceux que ça intéresse, on s'occupe plus de rien. Et d'ailleurs, là ils te disent on va ressortir de la VR. Ouais, mais là-dessus peut-être comme vas-y Chrono. Non, je voulais juste dire que d'ailleurs, toi tu parlais de GeForce Now, mais pour avoir essayé GeForce Now à l'époque de Stadia, donc à la bêta, effectivement c'était chancelant, mais moi je l'ai réessayé récemment parce que j'ai un pote qui cherchait une solution avec un ADSL moyen 13 mégabits par seconde, donc en dessous de ce qui est recommandé pour jouer correctement. Eh ben, la latence était quasi imperceptible avec GeForce Now. Tu vois, c'est-à-dire que je n'avais pas réessayé après, tu vois, mais en tout cas à l'époque GeForce Now était en dessous. Amélioré, et ça s'est amélioré. Mais effectivement, en fait, le problème avec la latence en réalité virtuelle, c'est que c'est pas une latence qui est tolérable comme peut l'être de la latence qui est diminuée en Bluetooth. En réalité virtuelle, si tu n'as pas un mouvement qui est du one-one, c'est-à-dire du quasi instantané, eh ben, ton cerveau va se sentir mal et tu auras la sensation de cinétose, c'est-à-dire le mal de mer. Et là, ça n'ira pas parce que ton cerveau va assimiler un mouvement qui n'est pas exécuté dans la vraie vie. Et c'est ça qui donne les problèmes de cinétose. Et c'est pour ça que tester un casque VR vite fait à la Fnac, à l'arrache, etc., ça ne fonctionnera jamais. C'est pour ça que malheureusement, l'expérience n'est pas optimale. Et c'est pour ça que moi, je crains, j'ai envie d'espérer, j'ai envie d'y croire, parce que je me dis que ça permettrait de développer d'autant plus quelque chose que personnellement j'adore, c'est-à-dire la réalité virtuelle. J'ai envie d'y croire, mais je demande des preuves concrètes, c'est-à-dire j'ai envie de l'essayer pour voir ce que ça donne, sachant que tu l'as rappelé, Shadow l'avait essayé notamment avec Virtual Desktop. Il y avait des astuces pour faire fonctionner. Voilà. Alors ça marchait, mais j'ai regardé hier soir une vidéo d'un ami à moi qui jouait à Shadow en Virtual Desktop, notamment à Beat Saber. On sent que on voit la latence tout de suite et on sent qu'en fait que c'est son cerveau qui compense. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que son cerveau s'habitue à la latence, donc il va faire le mouvement avec une demi-seconde d'avance parce que mais ça se voit visuellement, tu vois la latence. C'est juste que son cerveau s'est habitué à rester dans une position fixe, à faire des mouvements. Là, c'est moins gênant. Va jouer à Lone Echo, par exemple, en VR avec de la latence. Je peux t'assurer que ta pièce, c'est un gerbotron, quoi. Après, un gerbotron. Max disait un truc qui est pas déconnant, c'est qu'il file aussi la techno aux autres. Moi, donc, si ça se trouve, ils vont faire un deal avec Oculus, bon, même si c'est Facebook, on y croit peu, mais en disant on va vous faire une app, vous l'installez sur votre Oculus ou votre HTC Vive, et là vous avez un catalogue de jeux en VR en streaming, des jeux qui tournent sur une carte, une 3070, un gros PC, à distance, avec notre techno derrière. Voilà. Moi, je crois plus à ça. En fait, je crois plus au fait que leur techno est tellement nickel
que ils ne savent pas la vendre, mais ils savent la faire. Ils savent faire la techno, mais ils ne savent pas la vendre. Voilà. C'est pour ça que je pense que leur intérêt, c'est de commencer à faire vraiment de la marque blanche et donc de mettre la techno, de l'adapter pour de la VR, mais pas eux d'y aller. Ils ont encore plein de choses à déployer. Ils ont arrêté de faire des cases de VR. Ils ont, oui, déjà en plus. Mais là, ils ont quand même déjà d'autres supports. On attend toujours sur Android TV, on attend sur Google TV. Je pense qu'ils ont d'autres choses à aller développer, stabiliser leur service avant de se lancer sur la VR. Ce qu'on voit là, c'est la pub pour le Quest 2. Absolument. Elle est là, les jeux, stylée, elle donne envie. Les jeux Quest 2, c'est quand même. On rappelle qu'aujourd'hui, le seul moyen de faire du streaming en VR, c'est en local. Ça marche pour le coup super bien. Effectivement, ça marche. Le Quest 2, Airlink, ça marche très bien. C'est plutôt cool. Donc, c'est une rumeur, c'est vrai. Pour l'instant, c'est juste des offres d'emploi qui laissent penser que potentiellement, ça pourrait arriver un jour sur Stadia. C'est ce que j'appelle une rumeur. Ouais, pas une annonce officielle. Non, il n'y a pas d'annonce, attention, il n'y a pas d'annonce. Mais le fait est qu'il y a une offre d'emploi où ils disent préférence avec des expériences sur la réalité virtuelle. Il y a 4 offres d'emploi avec 4 fois la même petite ligne où ils demandent ça. Donc après, le développement d'un nouveau pôle chez Google à ce sujet. On continue avec Pépé qui va nous parler de DV LED. Jiffy LED. Mais ça me fait rire par avance. Donc, je me suis dit, c'est la seule émission où je vais pouvoir parler de ça, parce que c'est quand même mon gros délire. Alors, il y a quand même une annonce récemment de la part de LG. Ils sont pas bégueules, LG, quand ils montrent. Hein. Donc, ils ont montré un écran qu'ils appellent Direct View LED. Ok. Vous allez voir, c'est le trick de l'Ouest. Alors, le truc est petit. C'est un écran qui est minuscule, puisque c'est un 325 pouces. C'est un écran qui ne fait que 8,2 mètres. Bon, bah voilà, alors, dans un petit appart parisien, c'est OK. Alors, le truc est fou quand même, parce qu'il faut quand même... C'est pourquoi je fais la news ici. On n'est quand même pas une émission du secteur pro. C'est-à-dire qu'à la base, moi, j'ai rencontré le Direct View LED, je l'ai déjà vu fonctionner avant le Covid, puisque j'étais allé à Infocom, et Infocom, ils le présentaient. Alors, c'est quoi Infocom? C'est le secteur professionnel de l'affichage, on appelle Digital Signage, et qui est là et tout, et on y va. Et là, ils ont fait un coup de buzz, que moi je trouve assez cocasse, puisque c'est bien, on en parle entre nous. Vous savez que Samsung a son micro LED, le machin, le truc. Et donc, plutôt que de dire, tiens, nous, ça s'appelle micro LED, machin, ta grand-mère qui tient la brouette, le truc, c'est que là, ils ont dit, voilà, le Direct View arrive dans le grand public. Alors là, éclat de rire général, bien sûr, comme quand Samsung le dit, sauf qu'ils atomisent littéralement Samsung. C'est-à-dire que Samsung à côté, c'est un truc carrément de gueux. D'accord. Le tarif de Samsung, le tarif de Samsung à côté, c'est Jojo le petit joueur et sa brouette. Donc voilà, alors eux, ils ont la possibilité, comme également les systèmes micro-LED classiques. Dans ton salon, ça passe, hein. Écoute, alors regarde bien tout de suite, Max, laisse-moi deviner quelque chose par rapport aux images que je te montre. Est-ce que tu as vu les formats qui changent de produits? C'est du 21, on dirait du 21e. Là, c'est 32e. Plus que ça, c'est 32e. Oui, c'est même plus que c'est bien sûr le système de dallage, où quand tu décides de faire ça, tu dis « Allô, bonjour monsieur LG, j'aimerais avoir du 16-9, j'aimerais avoir du 21-9e, du 32-9e. » Et puis moi, je voudrais regarder un film pendant que mon gamin regarde un Disney à côté, en même temps, sur le même écran. C'est possible? Oui, c'est possible. Je mets le plexi au milieu comme nous quand on met le plexi. C'est SNCF LG en fait. Voilà. Elle est très bien. Vieille ref. Je n'aime que toi. Et le truc, tu le sais. Alors le truc, c'est que du coup, là, ils se disent, c'est bien notre définition. Comme pour LG, ça va de 2 millions de pixels, donc Full HD, enfin de ce qu'on appelle le 2K en secteur pro, jusqu'à 33, donc 8K. Donc déjà, tu as une amplitude par rapport à ce que tu veux acheter. Je vous laisse les prix pour la fin. Alors donc, vous avez des dalles qui vont du Full HD au 8K, qu'on a 100 multiples ratios différents. Et donc, il y a des contrôleurs pour gérer tout ça, parce qu'il faut bien sûr adresser le dallage dans les contrôleurs. Donc pour le grand public, on peut atteindre des modèles qui font quand même 5000 candela au mètre carré. Donc c'est pour te dire que... 5000. C'est-à-dire que là, un téléviseur classique est à 1000 à peu près. Des claques des yeux, ouais. C'est-à-dire que là, les gars, déjà, lourd, on a mis des éclairages. là-dessus. Et vous avez vu des trucs, alors c'est même pas ça. Qui achète ça? Mais Max, vous qui achetez 12 Tesla par mois, vous devriez savoir qu'il achète. C'est fou. C'est vrai que j'ai une petite flotte. Non. C'est la flotte Tesla. Donc alors le truc, c'est du home cinéma. Alors le ticket d'entrée, c'est 70K. Oh. Pardon. Oh oui. Excusez-moi. Non, mais pour Samsung, le ticket d'entrée est encore plus. Mais Samsung, il s'arrête avant, là, parce que du coup... Attends, mais c'est même moins cher que le LED enroulable. Le LED enroulable, il a une... Qui est à 100K. Oui, mais il a une taille qui est plus raisonnable. Il est plus petit. Donc le LED est plus petit. Donc là, si vous prenez... Si l'envie te prend, par exemple, de gagner... Imaginons, tu veux l'écran de 8,2 mètres, il va te coûter 1,7 million de dollars.
Parce qu'attends, 70K, c'est quelle taille d'écran? Ah, mais c'est le plus petit. Bah oui, c'est combien? Je crois que c'est genre 55 ou 65, c'est du tout petit. 70, ça fait combien? 70 pouces. Ça fait tu multiplies par un 100 pouces, c'est 2,50 m. Donc voilà, c'est un peu plus qu'une 2,5 derrière. Ne commencez pas à m'embrouiller la tête, je suis avec mes chiffres là. Donc voilà, ce qui est marrant dans tout ça, c'est pas de dire que ça existe, c'est la façon dont LG l'introduit, c'est-à-dire une technologie qui existait avant, qui est sous le nom en effet de LG Direct View. C'est 1,78 m, 70 pouces. D'accord. C'est entre PP et moi. Ça va, c'est raisonnable. Ça va. C'est rare quand tu vois, tout le monde, oh là là, on va pas le faire ça. Et donc le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que là, c'est vraiment pour damer le pion des gens qui sont en face, donc Crystal LED de Sony, Samsung, Micro LED, dire voilà, nous c'est pas de rétroéclairage, c'est un Direct View. Et voilà. Mais l'idée, c'est quand même absolument génial de faire des annonces maintenant sur un truc qui est extrêmement professionnel et dire voilà, ça arrive dans le monde du home cinéma. Et ça fait le buzz partout. Aux États-Unis, tu as The Verge et tout. Oh, ça y est, l'arrivée de LG dans l'home cinéma. T'as vu les tarifs? Ah ouais. Ils arrivent. En même temps, ils arrivent. Non, mais pour moi, ils visent qui? Ils visent les milliardaires qui veulent se faire home cinéma chez eux. Voilà, les acteurs. Qui lâchent 1 million, ils sont. Et tu fais rêver les autres. Qui sont pour lâcher 1 million, tu vois. Ça me fait kiffer parce que c'est vrai que les technos sont absolument géniales. En plus, moi, je reste au salon-là, je fais la même chose. J'avoue. Franchement, là, c'est le plus grand, donc c'est un peu plus. Quand t'as les moyens d'avoir un salon comme ça, normalement. Tu peux avoir l'écran qui va avec. Quand t'as la forêt derrière. Je sais pas. C'est pas non plus. T'as vu la taille de la baie vitrée avec le jardin derrière? Du canapé? T'as vu le nombre de mètres carrés qu'il y a? Pépé, ça ressemble à quoi chez toi? T'as vu les matières sur les murs? Tout il est fou, lui. Pépé, il veut pas un écran de gueule, je te rappelle. C'est de la calomnie, madame. Où il n'y a rien du tout, ça existe. De quoi? Oui, mais si tu vis dans une ville pétée où il n'y a rien du tout, t'as pas d'argent. Donc, c'est pas. Tu vois? Ça se trouve, c'est un poster sur les vitres et c'est peut-être pas assez. Donc voilà, c'était ma première petite news qui m'a fait bien rire sur le LG, donc le DV LED. Alors vous fiez pas au truc que vous allez voir partout. Toute la presse américaine l'a relaté. Ouais. Et t'avais le LG lance le DV LED. Moi j'étais là, qu'est-ce que c'est quoi? Bah voilà, voilà ce que c'est. Bon, 70K à l'entrée. Eh ben, DiCaprio est content de savoir qu'il va pouvoir s'acheter son nouvel écran. Super, très bien. Exactement. Si quelqu'un dans le chat a les moyens d'acheter ça, faites-nous signe, envoyez-nous une photo de votre salon, ça m'intéresse. Et on va faire le reportage. On fait la prochaine émission là-bas. On fait l'émission là-bas avec un retour image sur votre écran DV LED. Je veux voir. Si Webedia a les moyens d'acheter un écran comme ça pour le JDH, pour le retour. Ce serait bien là en retour. Et en bas. Le mur, il fait combien là? Non, là, il n'y a pas la place. Là. Non. Pas le je sais pas combien de pouces. Là. C'est donc. Je pense qu'il fait 5 mètres et demi, un truc comme ça. Ouais. Donc l'autre, c'est 8,2. Tu te rends compte la mètre, c'est ça? Oui, mètre. Attends, mais de diagonale. C'est diagonale. Donc c'est à peu près le mur là. Ça peut être un abac de longueur. Ils mettent en général c'est la diagonale dans la profession. Mais... Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'on en parle dans le JDH. Mais Max, c'est la vie, c'est l'amour. JK, on va parler de Samsung. On va parler d'écran, mais beaucoup plus petit cette fois-ci, puisque on passe de 70 pouces à 14 pouces. Ah, bah non, voilà, en fait, je ne sais plus si on en avait parlé déjà, mais ils avaient annoncé il y a quelques temps qu'ils allaient se lancer dans la production d'écrans OLED pour PC portable de manière assez soutenue. Là, ça y est, en fait, là, ils ont annoncé que la production de masse était lancée et ils vont produire en masse des écrans OLED de 14 pouces à 90 Hz en plus. Donc plus que le 60 Hz classique. Donc du méga gaming Sarah sur un 13 pouces. Alors pour le moment, ce ne sera pas pour des produits gaming, mais pour des produits a priori plutôt ultra portables qui vont être assez sexy. Notamment, en fait, les premiers à profiter de cette techno, c'est Asus qui a sorti des ZenBook, qui a sorti déjà l'été dernier, je crois, un ZenBook OLED 13 pouces, alors qui est à 60 Hz. Et là, ils ont annoncé il y a au début du mois le ZenBook 14X qui va être leur premier 14 pouces OLED 90 Hz. Et franchement, j'ai très envie de voir à quoi ça va ressembler. 90 Hz si c'est pas pour jouer? Parce que c'est plus agréable, tout simplement. Je veux dire, pourquoi tu veux dire que le grand public maintenant se rend compte que le 60 n'est pas assez? Sur les smartphones, c'est la norme, le 90 Hz, le 120 Hz. Alors pas sur iPhone, on en parlera tout à l'heure, pas encore en tout cas. Mais pour moi, le 70 Hz, le 90 Hz, voire le 100 Hz, tellement agréable et quand les gens sont habitués. Bien sûr, je troll, mais ce qui est rigolo, c'est que maintenant que, d'ailleurs, on va en parler après, Apple va parler du 120 Hz sur les versions Pro, machin, tout le monde va se dire:
Oh là, je ne peux plus vivre sans, alors que les gamers, ils utilisent ça depuis bien sûr, ouais, non, mais bien sûr. Oh oui. Mais là, moi, tu vois, je suis très content parce qu'il va y avoir, a priori, beaucoup. Il y a le nouveau qui a aussi annoncé travailler avec Samsung, parce que c'est Samsung Display qui a fait le communiqué. Ce ne sera pas des ordinateurs portables Samsung, ce sera des écrans Samsung Display vendus à Lenovo, à Asus, etc., qui pourront proposer leur laptop avec écran OLED 90 Hz. Et franchement, les machines sont super belles. Enfin, ça, c'est le. Ça a de la gueule. C'est le ZenBook 14X qui est assez magnifique. J'ai déjà demandé à Asus de m'en envoyer un dès que possible. Ils l'ont pas encore reçu, mais parce on ne sait pas quand il sort. Et il est pas cher. Il est à 1000. Il est annoncé à 1000, un peu plus de 1000 €, avec faut voir ce qu'il y a pas de carte graphique dédiée parce que ça reste un ultra portable, mais Core i7 de dernière génération, une très très belle machine. C'est le prix d'un MacBook Air, tu vois. Superbe machine si tu veux pas jouer quoi. Leur pub est super bien faite. C'est des concurrents du MacBook, du ultra portable, concurrents du MacBook Air et compagnie. Et les ZenBooks sont en général de très très belle machine, donc mais on va en reparler, je pense. Superbe. Belle pub, ça fonctionne bien. Yes. Ok, t'as les prix? Si t'as dit quelques mais t'as le prix exact? Non, alors exact, si tu me donnes 3 secondes, mais sinon c'est pas très grave. Mais te mettre dans la sauce. Non, t'inquiète pas. J'imagine qu'ils ont plusieurs modèles moins cher. Les prix sont très abordables. Par exemple, le 13 pouces OLED qui est déjà sorti, on peut le trouver aujourd'hui à 800 €, tu vois. D'accord. Avec un écran OLED. Et il est un peu plus cher. Le 14X OLED, les prix pour le moment en dollars sont annoncés à 1400 $. Donc c'est quand même ça reste un peu plus cher, on va dire, mais avec une techno d'écran derrière qui, à mon avis, devrait bien envoyer. Bon, eh bien, vous savez tout. Pépé, on termine sur des news avec un peu de son. Oui, j'ai 2 news. Enfin, on n'aura plus le temps. Non, mais il nous reste une heure. Non, mais c'est bon, mais il y a le dossier Apple, parce qu'on a tous des choses à dire sur Popol quand même un petit peu. Moi, le chrono nous parle de Dolby Cinema. Donc, parce que Max aime bien les savoir. C'est une émission que je peux présenter aussi ceci, parce qu'ils sont un peu chers. C'est qu'au fois, dans le récap, je ne veux pas mettre trop cher. Je m'arrête toujours à 14 000 € dans le récap. Donc, si tu veux, quelque part, là, BO continue à nous faire des écouteurs. Donc voici les BOplay EQ. Alors ils sont un peu ici parce que ça fait partie des modèles les plus chers actuellement, étant donné que la moyenne actuellement pour ce type d'écran d'écouteurs, c'est plutôt entre 150 et 240, 300. Là c'est 399 € parce que c'est directement le haut de gamme chez BO. Et puis de toute façon on sait très bien que par définition Bang & Olufsen, enfin BOplay, c'est quand même onéreux. Il y a rarement de trucs qui sont pas onéreux. Alors là il y a un truc intéressant, c'est le design déjà, un design vraiment très très classe, on sent le produit, c'est génial la petite caméra comme ça. C'est bien. Ça, c'est classe. Mais moi je rêvais d'un truc aussi, vous savez, il y a des émissions où on a la caméra dans la main et pendant qu'on parle, on montre aux gens un petit peu sa vie. La action cam dans la main. Moi je vais venir avec mon action cam. Bon alors 8 grammes et 50 grammes le boîtier. Il faut savoir que malgré que ce soit des produits qui sont très stylés, c'est en même temps des produits pour courir. C'est pour ça qu'ils sont plusieurs embouts, ils sont 4. Ils sont résistants IP54, sueur, humidité. Les drivers à l'intérieur, donc tout ce qui est l'architecture avec les drivers, c'est Bang & Olufsen qui le fait. Il faut savoir que carrément la réduction de bruit est confiée à 4 micros, 2 et 2, plus encore 2 micros pour la voix, ça fait 3 micros par oreillette, donc on est vraiment dans le haut de gamme. En général, la moyenne c'est 4 au total, avec une réduction de bruit qui appartient à Bang & Olufsen, parce que c'est vraiment qu'il faut. De tous les côtés. Donc les codecs, ça va, c'est le AAC, le SBC, l'APTX adaptive. Justement, on parlait tout à l'heure de l'adaptive. L'adaptive est un APTX qui permet, comme le low latency, de régler, d'essayer de modérer les problèmes de latence, ce qu'a du mal à faire quelquefois le APTX classique ou l'APTX HD. Eux, c'est adaptive, donc qui descend à 140 et qui monte, je crois, à 420 pour le truc. La captation des voix est particulière, c'est pour ça qu'il y a autant de micros. J'en parle souvent, c'est qu'il y a une captation des voix avec une détection, c'est-à-dire que tu as un faisceau directionnel. C'est-à-dire que les micros savent à peu près d'où se trouve la voix, ils vont localiser pour essayer de te faire la meilleure captation de voix. C'est-à-dire s'il y a des bruits qui arrivent par ici, il va essayer de mettre plutôt celui-ci en route pour capter vraiment ta voix, essayer d'annuler un peu ce qui vient sur le côté. S'il y a un bruit de train, c'est celui-ci qui va être porté. C'est une captation par faisceau. C'est un truc qu'on fait et qu'on essaie de régler le problème éternel de tous ces produits où tu as une voix dans la rue, avec des gens qui parlent, avec des métros, des machins, et que tant que tu n'as pas un micro comme on a nous, on n'a pas de solution à part faire monter la tige ou faire une adaptation par une sorte de zoom ou de faisceau directionnel. J'apprécie un micro-détail inutile. Mais bien sûr. C'est que le boîtier, quand tu le fermes, ne se ferme pas violemment. Je ne sais pas comment vous dire. Tous les boîtiers, quand tu les fermes, il y a l'élément qui se déclenche et qui fait tac à la fin. Et là, celui-là,
Ben moi, tu vois, j'aime bien le côté claque que ça fait. Je trouve ça satisfaisant. Ouais. C'est con, Je suis un peu chrono aussi. Ok. J'ai l'impression de solidité, tu vois. Choisissez une vidéo de ma fille qui s'amusait à faire claque avec le boîtier, tu te rappelles? Je t'envoie une vidéo de l'ASMR de ça, je pense. Qu'elle kiffait, tu vois. Bah, je pense que c'est peut-être une volonté de la marque, c'est qu'il y a un côté très classe. Non, c'est un peu plus classe de ne pas avoir le truc qui claque. Ça fait, tu sais, comme dans Star Trek quand les portes se font. Enfin, le son de Star Trek. Mais là, je te le fais, j'étais doubleur à Star Trek. C'est vrai. C'est génial. Alors, en plus, vous avez un appairage rapide parce qu'il est made for iPhone, donc appairage immédiat avec Microsoft Swift Pair également. Alors, l'autonomie, c'est pas mal. Pour un produit, je pensais un peu plus léger, 6,5. 6h30, le mec. 6h30 avec l'ANC en route et le boîtier fait 2 charges en plus. Wireless charging. Il n'y a pas de multipoint sur le produit. Bluetooth en 5.2. Technologiquement, c'est un produit qui est vraiment dans l'option et dans l'éthique, la philosophie de Bang & Olufsen. Je trouve qu'ils sont quand même très gros. Ouais, ce que j'allais dire, ils ressortent vachement. Parce que là, je veux pas croire. On dirait Jacques Villeray dans la soupe aux choux, quoi. Bonjour, quoi. Ils sont extrêmement Attends de voir ce que je vais te montrer tout à l'heure. Oula. Je connais à peine. Titre. Donc, c'est pour moi. Donc voilà, donc ils sont. Je vais les tester parce que j'ai pas eu le temps de vraiment les écouter à fond. 399 €. Et c'est donc des produits haut de gamme chez Bang & Olufsen, c'est les Beoplay EQ. Voilà, ça c'était pour ma partie audio. On verra tout à l'heure pour les smartphones. Quand vous me demanderez, je suis à disposition, je suis là, je ne quitte pas. Merci, messieurs, dames. J'ai failli les jeter, je me suis dit non, j'ai fait une connerie. Pour jeter les choses, c'est l'émission suivante. Ouais, évidemment, on en parlera dans ici. Alors là, je t'ai pas raté. On termine avec le Motorola Edge 20 Lite. Ah, c'est pour moi? Il reste plus que toi. Non, mais je pensais qu'on allait ventiler les news pour essayer de dire qu'un petit peu. Non, mais franchement. On va voir, mais je pense qu'Apple, on va pas y passer 1000 ans. On nous rigole ou pas? À chaque fois, on fait ça aussi. Il y avait rien. Et il y avait justement, c'est là qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a mais rien, on va faire mute sur la meuf en blanc là. Et tu vas voir. Il y aura rien à dire. Attends, j'ai des choses à dire. Violence. Je suis maltraitée dans cette émission. Bon alors, je voulais vous dire que Motorola est là. Merci Pépé. Motorola. Non, en plus ils sont très bien. Attends, en plus, vous allez voir le rapport qualité-prix, c'est assez ouf. C'est les mêmes, c'est les deux mêmes ou pas? Alors oui, non, c'est pas du tout les. Ils ont l'air. Oui. Donc c'est pour qui veut les tripoter. Donc c'est les Motorola Edge 20. Alors là, je vous ai amené le Lite et le 20 ici. Il y a le Edge Pro qui existe et qui permet. Alors là, si vous prenez actuellement, je crois qu'il y a une offre avec vous mettez des buds avec les buds 800 qui sont avec et coûtent 80. Qui sortent là. Que je ne pensais jamais revoir. Et quand tu appuies, ça fait Motorola. Ah, ils ont changé, ça fait plus Hello Motorola. Il y a Hello Motorola, il y a tout. Et comme le de Star Trek. Donc tu as dans la main un produit, vous allez voir le tarif quand même. Alors c'est le Edge 20 Lite. Écran OLED, Full HD+, 90 Hz. Alors on parlait tout à l'heure, ça m'a fait sourire quand on a parlé des processeurs, parce qu'on a parlé d'un processeur, Melinda, qui était chez Xiaomi. Le Mediatek. Dimensity 1200. Et bien là, c'est le Mediatek My Density 720 sur celui-ci, mais il y a une raison pour ça. Donc RAM 8, alors photo 108 mégapixels sur ce produit-là, tu vas voir. 108 sur ce tarif-là, avec un autre ultra grand angle 8 mégapixels, TOF 2 mégapixels, selfie en 32 mégapixels, prise mini jack dessus pour les gens qui voudraient carrément mettre une prise mini jack. Grosse batterie, on en parlait tout à l'heure, je pensais à toi, mais je me suis tué. Batterie aussi de 5000 mAh dessus, charge de 30 watts sur celui-ci. Alors, faut savoir que ce que tu as dans la main, Max, c'est vendu 369 € avec un écran donc OLED, avec tout dessus, avec le port mini jack, avec 108 mégapixels sur la photo. Je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est assez intéressant. Ouais. C'est la deuxième génération de produits en 5G. Ouais. C'est Motorola et ils reviennent très fort. Ils reviennent très fort avec une cible. Ils ont une volonté de cibler beaucoup plus jeunes. Et d'ailleurs pour les amis. Max, il s'éclate. J'adore. Ceux qui vivent à Paris, Lyon et je ne sais plus où, ils lancent une opération dans la ville, justement, avec des visuels. C'est dommage, on les a pas là. J'aurais su Pépé, je t'aurais amené les visuels. Il y a 4 visuels à retrouver dans la ville, dans Paris, qui ont des animations, en fait, des illustrations de la nouvelle identité. J'ai le M. Alors c'est J'ai le M et donc ils ont décliné ça. Il y a 4 styles complètement différents. Et si vous voulez trouver, donc il y a Lyon, Paris. En partenariat avec Mathieu Chédid ou pas? Non, j'y ai pensé aussi, mais non. Si vous retrouvez ces visuels avec le logo,
l'idée, c'est un peu de pouvoir gagner, je crois, un voyage. Un voyage. Et un voyage dans une ville, dans un endroit qui commence par M. Qui commence par très M. bien aller à Macao, Madagascar, ou bien au Mozambique. Marrakech ou Montluçon, tu vois. Montluçon. Non mais voilà, donc ça a trouvé dans les villes. Tu choisis où tu vas aller tant que ça commence par M parce qu'il faut que tu aies le M. Ah, tu choisis? Ouais, avec le M. Bon, je crois qu'il y a 5 tu peux te régaler, hein. Je vais pas à Montluçon. Ah, moi, ils m'ont dit je crois qu'il y a 5 destinations. Ah bah, ils m'ont T'as Madrid, je suis déçu. Oui. Montargis. Montlhéry, on en parle après. Montargis. Mais c'est intéressant, mais je ne savais pas parce que je ne parle jamais d'argent, moi, madame. Donc, il y a pas je n'étais pas très au courant de ces choses-là. Mais attends, il te file quand même un téléphone parce qu'un voyage, c'est génial. Voyage ou je ne sais plus quoi, tu as le choix. Mais enfin, un voyage, c'est sympa, c'est toujours sympa. Non, mais je pense que par défaut, il te donne le téléphone. Maison Alfort, et puis il y a le voyage, bonus. Maison Alfort. Je sais pas, on va trouver. On va trouver. Ils sont tous en train de chercher des trucs en M. Quitte à aller voir maintenant concert. Moi, j'irais où? Moi, j'irais à Macao. On a un deuxième smartphone. Le deuxième pour Max, c'est le Edge 20. Celui-ci, le Edge 20. On monte un peu plus loin parce que l'écran OLED Full HD+ est en 144 Hz. Celui-ci, il se configure manuel entre 60 et 144. Il est très très fin. Alors, il y a la coque. Là, il fait 6,99 mm. Enlève la coque. Oh ouais, tu nous emmerdes avec tes coques, Pépi. Oh, écoutez, taisez-vous. Parce qu'il est vraiment. Celui-ci, en plus, on s'est peut-être trompé. Je sais plus lequel c'est. Non, c'est celui-là. Celui-là, il est très fin. C'est celui-ci qui est peut-être. Non, c'est le Edge. C'est celui-ci qui est super fin. Ah merde. Vous vous êtes trompé. Ah oui, t'as raison. Regardez un peu. 6,9 il se ressemble un peu quand même. centimètres. Alors, photo, même chose. 108 mégapixels, grand angle, 16 mégapixels, Macron 2. Macron. Qu'est-ce que quoi? C'est la honte Emmanuel, c'est la honte sur moi, mais macro à 2 cm. En plus, là, oui, c'est la honte sur moi s'il l'avait dit avant. Capteur 8 mégapixels avec un zoom x3 en optique et stabilisateur. Il filme en 8K. Celui-ci, le 20, HDR 10+, avec effet bokeh, mode nuit, Snapdragon 778 sur celui-ci, avec une RAM de 8 Go. Par contre, la batterie, c'est 4000 mAh uniquement avec une charge 30 watts. Le produit dont je viens de parler, avec l'écran OLED 144 Hz, avec le 108 mégapixels et le Snapdragon 778 en 5G, 499 uniquement, pour tout ce qu'il a. C'est quand même assez agressif. Ça va, ouais. C'est quand même plutôt... OK. C'est assez agressif. Mélinda a raison, ils foutent la gomme. Mais ils mettent donc c'est celui-là qui est à 400 balles. Et le Pro, c'est celle que je montrais tout à l'heure, qui est plus fin. Mais qui a 3 capteurs là derrière. Ouais. Ah, c'est le nouveau toujours? Bah oui, c'est le nouveau. C'est celui-là qui a 300. Mais non, mais c'est intéressant parce qu'ils essayent, tu sais, ils ont sorti une gamme de vêtements. Ah ouais, ils essayent vraiment de rendre le truc cool à nouveau. Cool, quoi. Mais en fait, ils sont aperçus que personne ne sait que Motorola fait encore des smartphones. Pourtant, alors que c'est un nom hyper connu. C'est un nom très connu et en fait, leur logo, comme disait Max au début, il dit je pensais pas le revoir. En fait, le logo est très connu. Ouais, bien sûr. Et donc, ils misent à fond sur leur notoriété là-dessus avec le M. Et donc, je dis, ils ont fait des vêtements éco-friendly, toute une gamme, en allant chercher en plus des influenceurs et des personnalités extrêmement jeunes. C'est assez joli. Et tu vois sur TikTok, et en fait, ils sont en train de se faire vraiment de rajeunir leur image de marque. C'est assez intéressant comme stratégie. Au moins, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'ils visent beaucoup les réseaux sociaux. Ils laissent tomber un petit peu la pub conventionnelle, mais par contre, ils seront très présents sur tout ce qui est Twitter, Instagram, TikTok et compagnie. Ça, c'est une marque de vieux, tu vois, Motorola aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'ils essaient de se renouveler en visant les jeunes. Cela étant dit, moi j'ai un petit bémol sur ces smartphones et c'est vraiment un tout petit truc, mais c'est dommage parce que si tu as remarqué, Max, ils ont l'air d'avoir une surcouche qui est très légère, voire pas du tout présente. Il y a quelques petits trucs, quelques widgets à la Motorola, mais on dirait de l'Android stock. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est de l'Android qui a l'air relativement stock avec un Android 11, quoi. Par exemple, et le smartphone il sort en même temps qu'Android 12 quasiment, il arrive avec Android 11, il n'est pas... Oui, mais on sait déjà qu'Android 11, tous les gens qui l'ont eu, enfin les marques qui l'ont eu, ça a été extrêmement long. Donc là, il y a un pléthore de... Oui, mais le truc, c'est que tu vois, en général, quand c'est du stock, quand c'est du Android stock, tu es censé être beaucoup plus facilement d'accès. Et quand je leur ai demandé, moi, est-ce que c'est prévu qu'Android 12 arrive très vite, ils m'ont dit, pour l'instant, non. Ça pourra. Et c'est ça que je trouve un tout petit peu dommage. Mais sinon, c'est vrai qu'il a vraiment de très bons arguments, à commencer par son prix, combiné au fait qu'il soit un peu stock. Et le design est très, très joli. Le fin est très beau. Le Pro aussi, le Pro est très beau. Le Pro est très beau. Vas-y, je t'en prie. Et je voulais dire, pour aller dans ton sens, souvenez-vous, c'était les derniers qui avaient fait aussi des smartphones sous Android One. Absolument. Et avec Motorola One, ça s'appelait d'ailleurs. Et en fait, ils ont complètement abandonné. Ça, on n'en parle pas, mais Android One, qui était quand même la promesse d'avoir tout Android pur, ça a complètement disparu. Et juste pour revenir sur le... Vous êtes là quand même pour nous vulgariser tout ça, pour nous dire ce qu'il y a dedans. Et le Pro, juste
Juste pour dire un truc sur le Pro dont vous parliez tout à l'heure, le Pro qu'on n'a pas ici, il sera beaucoup moins vendu, en tout cas en boutique, etc., parce qu'il est vraiment axé Pro. Et lui, il a une sorte de truc qui ressemble au Continuum de Microsoft ou bien au Dex de Samsung, où tu peux directement l'appairer avec un écran et tu as une sorte de bureau qui s'affiche comme un ordinateur et qui fonctionne très bien pour le coup. Moi, j'ai vu le Pro, il est un peu plus cher par contre, mais c'est vrai que porte bien le nom de Normalement, c'est aussi sur le Motorola 20, le Edge 20. Basique, c'est pas sur le Lite. D'accord. Et ça, c'est bien. Alors, c'est Dex. Ah oui, c'est le sans fil qui est sur le Pro, je crois, uniquement. Ouais, non, le sans il y a fil, une en fait, sorte de sans fil sur le Pro vraiment le Dex, uniquement. pour ceux qui savent, c'est les Samsung que vous branchez avec un câble HDMI à n'importe quel écran pour que votre smartphone, le cœur de votre smartphone, devienne en fait comme un ordinateur. Et après, tu ajoutes un clavier Bluetooth, une souris Bluetooth, et tu fais joujou sur un autre écran. Là, c'est exactement le même principe. Franchement, ça s'appelle pas Dex, mais c'est du Dex. Mais avec la possibilité vraiment ultra simplifiée de le configurer sans fil. Et en plus, tu as 3 icônes de base, genre, je sais pas moi, application basique, bureautique et gaming. Et en fait, du coup, tu appuies sur gaming, tu as ta manette et tu as ton mode jeu, etc. C'est hyper simple. Ça a l'air bien fait. Non, mais ils vont souffrir encore un temps de leur image un peu vieillotte. Mais franchement, il y a des... Il ne faut pas les oublier. Ils essayent. C'est vraiment à suivre, ils essayent. Et ils ont raison d'essayer. C'est pour ça que je dis, heureusement que vous êtes là pour vulgariser, expliquer un petit peu ce qu'il y a dans les bestioles et tout. Parce que j'ai quand même l'impression que l'offre d'Apple est relativement claire pour ceux qui veulent du Apple, quoi. Par contre, pour ceux qui sont plutôt Android, elle est tellement pléthorique. Enfin, voilà, moi, toutes les semaines, vous m'enfilez dans les mains et je suis pas spécialement très Android. J'ai l'impression d'avoir... C'est tous les mêmes, je vois pas la différence. Ils font des photos, bah ouais, elles sont toutes correctes. Enfin, tu as tout pourquoi à fait raison. un plutôt qu'un autre? Pour moi, il y a 2000 clones et je suis là. Je prends le moins cher. Tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, enfin moi, c'est un avis personnel. Tous les smartphones se ressemblent. Enfin, j'entends Android parce qu'Apple, ils sont tout seuls. Les smartphones, je trouve qu'en ce moment, on a atteint peut-être, hormis les portables, et pour ça, c'est l'intérêt de Samsung avec le Fold et le Flip, où c'est des promesses différentes. Le reste, je suis désolée. Mais il y a quand même des strates à l'intérieur, des strates de tarifs de performance. Oui, mais bien sûr. Oui, mais c'est juste ça la différence. Mais visuellement, tu ne vois pas forcément. Le design, tous les smartphones se ressemblent. Oui, mais moi, je ne suis pas tellement d'accord là-dessus, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de différences. Je pense qu'il y a beaucoup de strates, beaucoup de types de produits. Moi, je teste aussi bien, comme tu le sais, des produits Apple que tous ces produits-là que je vois débarquer. Et je trouve qu'au contraire, il y en a certains qui ont des personnalités qui se dégagent, qui sont plus vers des tendances. Je trouve que Android donne plus. Oui, non, mais je suis d'accord avec Max. Mais chez Apple, c'est pareil. Je pense que on en va pas parler. J'ai pas envie de faire mon. Mais si c'est ton rôle, t'es en train de Apple. Mais soyons sérieux. Vive Razer. Non, ça je l'ai pas dit. Le Razer Phone, ça c'était innovant. C'était différent. Non mais soyons sérieux 2 minutes. Vous pouvez pas me dire tous les smartphones Android se ressemblent quand littéralement d'un iPhone à l'autre, c'est la même interface. Non mais bien sûr. Par contre, cela étant dit, je ne suis pas d'accord avec cette phrase d'ailleurs de toute façon parce que il y a des marques qui sortent du lot concrètement chez Android. Je pense à Samsung. Je pense à Google avec le Pixel, avec l'expérience qui est vraiment différente. Mais Linda, au-delà de ça, là où on est... Ne pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je dis, c'est qu'ils se ressemblent tous, effectivement. Là où je mets Apple de côté, c'est une même marque, donc c'est normal qu'ils se ressemblent à l'intérieur. Moi, ce qui m'embête, c'est que je t'avoue qu'en tant que non-connaisseur Android, effectivement, en termes de design, tu peux me dire que les Samsung, ils ont un truc particulier ou quoi, mais franchement, tu fais un Xiaomi, un Samsung dans la main... On est d'accord, mais rappelle-toi un truc, cher ami, c'est que quand Google a sorti son Pixel 3 avec son front dégueulasse, il ressemblait à rien d'autre, mais il était moche. Donc du coup, ça marche pas. C'est prend des risques, ça marche pas. Ils sont non mais c'est juste avec la caméra qui tourne. Enfin, moi, ils essayent. Mais Samsung l'avait fait aussi. Samsung aussi l'avait fait. La caméra qui sort du truc. Mais moi, je voudrais qu'il y en ait plus de trucs comme ça. Mais ils se vendent pas. Donc j'ai l'impression que les gens, ils arrivent dans un endroit où ils achètent leur téléphone. C'est bon, j'ai tant d'euros à y mettre, je prends le plus cher possible. Ils innovent pas parce que les gens n'ont pas envie d'un truc de s'emmerder avec une caméra qui sort de l'écran, qui s'ouvre en deux. Alors les Fold se vendent sans doute correctement par rapport à un truc de niche, mais c'est clairement pas des produits grand public. Pour le moment, les gens, en fait, c'est juste que les gens, pour un smartphone, c'est devenu un objet tellement banal et du quotidien qu'ils n'ont pas envie. Ils veulent un truc le plus simple possible, en fait. On est d'accord. Je pense. Moi, mais non, mais tu as bien réflexion. Je senti que ça vous a titillé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de smartphones Android. Il y a même eu des modèles pour les chantiers chez Caterpillar. On peut vraiment faire des trucs. Non, mais vraiment, il y a un champ vaste. Il y a 140 marques chez Android. Il y a toujours des mecs qui vont faire des trucs avec des trucs qui sortent à l'envers, machin, pour les trucs. Tu verras tout à l'heure dans le récap. Je t'en ai trouvé un. Franchement, celui-ci, tu vas beaucoup adorer. Donc, tu vas voir, il y a moyen de faire. Alors qu'on a eu. Non. Mais justement, qui fasse. Allez, on a. Allez, les amis, on termine. Il nous reste 40 minutes et il faut qu'on parle d'Apple. Alors, on y va, c'est le dossier jingle.
20 parce que je pense que c'est possible. C'est jouable. Si, on est chaud. Si, même on parle de Dune avec Chrono là. Ah oui, je suis un gros suceur d'Apple et franchement, ils ont rien dit. Dans cette conf. Allez, t'attaques direct comme ça. J'ai remarqué que quand on met à jour. Au fait, coucou, on a Apple Plus TV. Oui, on continue à faire des séries. Allez, salut, on n'en parle pas plus. Coucou, on a l'iPad mini, on le met à jour. Coucou, l'iPad aussi. Coucou, l'iPhone. Merci, au revoir, salut. Allez, au revoir. Pardon, vous vouliez du son? Non, on n'en a pas. Allez, salut. Maxildan, j'ai remarqué que tu as demandé à tout le monde son avis. Allez, on passe au test, jingle. Tu as demandé à tout le monde son avis, mais tu m'as pas demandé le mien quand tu m'as dit bonjour tout à l'heure. Chrono commence, vas-y. C'est vrai que j'ai pas pensé. Non, tu m'as pas demandé bien. En fait, jeune proseur sur 20. Ah mais c'est. Mais alors on en a parlé la semaine dernière et qu'est-ce que je vous ai dit sur John tout ça en disant c'est de la merde. Qu'est-ce que je vous ai dit sur John Prosser? C'est ce que j'en ai pensé. C'est-à-dire alors là il s'est fait retourner. Ah ben voilà. Après non, moi j'ai trouvé ça relativement agréable. J'ai pas trouvé ça fou parce qu'Apple avait dit fait mieux. Comme d'habitude, une conférence Apple c'est agréable à suivre, c'est bien rythmé, c'est ça. Et voilà. Dans le fond, ça manquait de fond et sur la forme, c'était très bien. Ça manquait de fond. Et toi, c'est un gars qui n'aime pas trop Apple qui dit ça. Ça manquait de fond, mais ça va. C'est un catalogue, c'est le télé-shopping. Mais bien sûr. Allez, on y va. Et je trouve que ça manquait d'humour. On va reprendre un petit peu tout ça. Ça manquait d'humour. Donc ça manquait d'humour. Ah ouais, il y a des fois c'est beaucoup plus drôle. Oui, mais l'humour c'était à l'époque drôle en live. C'était à l'époque des en live. C'est pas drôle. Trouve-moi une conf qui est drôle actuellement enregistrée. Ah bah si, quand il a fait son truc où il a fait un truc de type Mission Impossible où il arrive pour prendre le processeur et le mettre, c'était rigolo. Quand Sony fait une conférence de presse qui font semblant de faire du live et qu'il n'y a personne qui a des rires enregistrés, c'est drôle. C'est pas de leur faute. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, on y va. On a commencé du coup sur cette conf Apple avec les nouveaux iPads. Il y a eu Apple TV le début, mais Apple TV pour dire les nouvelles séries qui arrivent, pour dire salut, on est là et on a plein de récompenses. Bah ouais, mais je suis content qu'il y a d'avoir des trucs bien. Non, il y a des trucs très bien. C'est ce qu'on disait avec Pépé, c'est ultra qualitatif. Il faut leur reconnaître ça. Et franchement, c'est alors qu'à mon avis, ils n'ont pas des masses d'abonnés. Enfin, je sais pas combien d'abonnés. De fait, dès que tu achètes un iPhone, tu as un an gratos. C'est vrai. Donc dès que tu achètes un appareil, un nouveau produit Apple, tu as un an gratos. Il y a une bonne show qui revient ce soir, je suis content. L'iPad mini. iPad Air, iPad 9e génération, l'entrée de gamme, 389 €. On a juste doublé le stockage, on a mis un peu de trucs mieux, des caméras mieux. L'iPhone 11. Cadre centré, la fonction caméra selfie qui est très bien, qui te permet qui te suit. Voilà, hop, on a fait l'iPad 9. La grosse nouveauté, c'est l'iPad mini. C'est vrai. L'iPad mini, je trouve que c'était un premier signal envoyé, pas cool pour Pépé et pas cool pour le reste de la conf. Quand on met ça en début de conférence, on annonce direct un produit, c'est que derrière. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Soyons clairs. C'est que derrière, en tout cas, il n'y aura pas de révolution. Et honnêtement, il n'y avait pas d'AirPods. Ça, c'était le premier signal évident qu'il n'y en aurait pas. Cet iPad, c'est la version iPad Air qu'ils ont sortie en fin d'année dernière. Souvenez-vous, en version vraiment mini. Pour moi, c'est ça. On a refait le design intégralement. Pour ceux qui ont oublié à quoi ressemblait l'iPad Air, l'iPad mini avant, c'était l'iPad à l'ancienne avec le Touch ID en écran 7,9 pouces. Ouais. Là, maintenant, on passe à 8,3. On a écarté les bords. C'est vraiment un format rectangulaire iPad Pro, iPad Air en version mini. Caméra améliorée, mais surtout, il a la puce A15. Oui. C'est aujourd'hui la tablette la plus puissante chez Apple. Sur le papier, c'est la puce la plus puissante dans l'iPad mini. Ce qui est très intéressant. Ça va être une console portable de ouf. Oui, exactement. Alors, c'est en tactile. J'exagère un peu, on va me dire, parce que dans les pros, il y avait la puce M1. Mais pour moi, la puce M1 et la puce A15, c'est kiff bourrico. Hein. Parce que l'iPad profite pas encore. Pour un usage de vidéo. Voilà. L'iPad profite pas encore pleinement de la puissance de la puce M1 comme les MacBooks ou l'iMac peuvent en profiter. Donc, c'est des puces qui sont quasiment identiques. Mais ce qui est intéressant, et toute la présentation d'Apple pour ça est intéressante, c'est le vrai produit pour les pros business. Est-ce que vous avez vu que toute la conférence, la tablette, elle est tenue à la verticale? Elle a été repensée, cette tablette, pour que le bouton... Donc, ils ont mis Touch ID sur le bouton d'alimentation. Ça, je trouvais ça génial sur l'iPad Air. C'est mis là. Ils l'ont repris partout. Ils ont mis le volume. Les boutons de volume sont au-dessus. Ils ne sont plus sur la tranche. Pour la simple et bonne raison que cet iPad, même si le stylet, l'Apple Pencil est encore en option, donc l'Apple Pencil 2 qui va avec, il est fait pour être mis sur le côté. Parce qu'ils veulent que ce soit une tablette tenue à la verticale. C'est un Galaxy Note en fait. C'est un Galaxy Note géant. On pourrait appeler avec. Pour moi, on est entre l'iPad Air mini de format et de fonctionnement et l'iPad Pro mini. J'ai mon bloc-notes que je trimballe partout. Parce qu'en fait, Apple, ils essayent de se mettre depuis longtemps dans les boutiques
pour dématérialiser les caisses. Ils ont énormément, notamment aux États-Unis, ils ont essayé de faire en sorte de proposer des solutions qui étaient alors ou sur iPhone ou sur les vieux iPads un peu grands pour du business. Il y a dedans, les gens ont des logiciels. Vous allez, je vais retrouver à New York, il y a un célèbre magasin de sneakers et ils ont tout numérisé sur iPad, c'est-à-dire que tous leurs stocks sont dessus, leurs logiciels, les moyens de paiement, vous faites tout dessus. Ben, quand tu as le choix entre un iPad qui fait 10,2 pouces ou un petit truc que tu peux mettre dans une pochette que tu accroches à ta ceinture. Alors, j'ai testé, voilà, on a vu le format avec des collègues, 8,3 en diagonale, ça tient dans vos poches, messieurs, hein, arrière, dans les bonnes poches de jean. D'accord. Les dimensions annoncées, ça tient dans une poche. Donc le truc... Pour ça, ils sont bien. Le form factor est cool puisqu'ils reprennent évidemment ce qui se fait sur iPad. Mais le prix, c'est 559, pardon, j'étais en dollars. Pas donné, hein. Non, il est après, tu as la puce à 15. Bon, tu as la puce à 15. Il est 100 € moins cher que l'iPad Air. Ne nous moquons pas des gens. Tu prends un iPad mini précédente génération, il fait tourner une caisse. Il n'y a pas besoin d'une brute de course pour commence à tourner la caisse d'un magasin de chaussures. Il a été ressorti il y a 2 ans. Avec une nouvelle puce. Souvenez-vous, ils ont ressorti de nulle part l'iPad mini, parce qu'il faut savoir que l'iPad mini, c'était vraiment la tablette dont ils ne savaient pas quoi faire. C'est ça. Elle est née avant tous les formats plus des iPhone 6 Plus, 7 Plus. C'était en fait l'intermédiaire entre l'iPhone de l'époque et l'iPad. Sauf que quand ils ont grandi l'iPhone, ils sont en fait trouvé sur un problème de se dire les gens vont prendre quoi. Ils l'ont relancé il y a ils avaient arrêté, ils l'ont fait, puis ils l'ont fait évoluer, mais dans l'indifférence générale pendant un temps, ils ont arrêté de le mettre à jour. Et il y a 2 ans, ils en ont ressorti un qui était quand même à 450 balles, quoi. Oui. C'est-à-dire que tu te disais, c'est super comme format pour l'école. 100 € de plus pour la différence de design. Tu te disais, c'est super comme format pour l'école, sauf que c'est plus cher que l'iPad de base. Non, il était beaucoup trop cher. Une mise à jour de l'iPad mini qui, globalement, a plutôt plu. C'était le produit le plus intéressant. C'était le produit le plus sexy de la conférence. L'Apple Watch, tu connais mon amour. Tout le monde est chaud. Tu connais mon amour pour l'Apple Watch. Là, honnêtement. Bien que ça va être le sujet. Il y a un redesign. C'est pas vraiment un redesign parce qu'ils avaient leaké, soi-disant, un vrai design et tout. Modèle droit. Merci de ne pas l'avoir fait, c'est tellement moche. Je suis content qu'ils agrandissent la taille de l'écran, qu'ils réduisent les bords. Parce que moi je suis un ayatollah des bezels fins, j'en ai ras-le-bol de voir des bords comme ça. Donc là, pour le coup, moi j'ai une toile, j'ai la 5. À l'Apple Watch série 7, dont les principales nouveautés sont l'agrandissement alors pas de l'écran, mais plutôt de l'affichage sur un écran qui lui fait en fait la même taille physiquement. On améliore la résistance de la montre. Surtout là. Et du coup, parce qu'on a un écran plus grand, on adapte un petit peu l'interface. Voilà. Visiblement, le processeur est le même. Pendant la conf, ils n'ont absolument pas parlé du processeur. Ils ont checké, c'est exactement la même puce que l'année dernière. C'est donc, alors pour le coup, c'est la Watch Series 6S. C'est la 6S, écran un peu plus grand. Il n'y a pas plus de capteurs. Il y a juste un écran un peu plus grand, donc on passe sur des boîtiers 41 et 45 mm. Oui, parce que le nouveau truc pour le vélo qu'ils ont annoncé, ça marchera sur la 6. Des activités qui vont en plus. Alors, il y a peut-être 1 ou 2 trucs qui seront propres à ça pour des questions d'affichage, mais visiblement, tout sera sur toutes les montres. C'est WatchOS qui va en amener beaucoup. J'avoue que j'étais un petit peu déçue. On attendait des choses en santé, ou ce sera pour l'année prochaine, mais visiblement, il y a des problèmes de production. Oui, c'est pour ça qu'elle sort. Elle sort courant elle n'a pas de date de sortie, elle n'a pas de produit qui n'a pas de date de sortie. Il y a une charge rapide aussi qui a été annoncée. Un tiers de plus, 33%. Par rapport, tu pourras passer en 45 minutes, tu le passes de 0 à 80%. L'autonomie reste la même, donc une journée, on va dire. Moi, ça me fait presque. Une journée et demie, quoi. Une grosse journée et demie, Bon, en gros, quelques améliorations qui permettent du coup à Tim Cook de dire c'est la meilleure Apple Watch que Apple n'ait jamais sortie, sans déconner, évidemment. Il a dit c'est la meilleure, franchement il s'en bat. Il a dit à chaque produit. Oui, mais pas pour Attends, phenomenal. C'était pas amazing, c'était phenomenal. Parce que là, l'Apple Watch c'est la même. Ils me font trop rire quand à chaque produit ils sortent. C'est le meilleur iPhone qu'on ait sorti. Ils vont pas dire c'est pas le meilleur. Faire un moins bien. Ça fume à chaque fois, c'est incroyable. Mais bon, voilà. Donc bref, petite mise à jour pour dire aux gens si vous n'avez pas encore sauté sur l'Apple Watch, c'est peut-être le meilleur. Si vous aviez la 4 ou la 5, allez-y. Mais si vous avez la 6, voilà, c'est ça. Oui, je vais attendre. En plus, elle existe pas en rouge la 7. Ce que vient dire Melinda, c'est résumé toute la conférence. Elle est en vert maintenant, comme ton t-shirt, en vert.
Elle arrive. Ce que vient de dire Mélina, c'est résumer toute la conférence. Si vous avez le modèle de l'année dernière, n'achetez pas ce qui vous propose cette année. C'est un peu le résultat de la conférence. Encore plus sur l'Apple Watch. L'Apple Watch et l'iPad, c'était ceux. L'iPhone. L'iPhone, voilà, on va passer. Je ne l'ai pas encore acheté, j'attendais d'en parler avec vous. L'iPhone 13 Oui, parce que du coup, vous vous souvenez que l'année dernière, je n'ai pas changé le mien. Tu peux peut-être y aller. Si, toi, tu peux y aller là. Tu peux y aller là quand même. Alors oui, je vais pouvoir y aller parce que celui-là, c'est le XR. Et surtout parce qu'enfin, merci, enfin un iPhone 13 qui est rouge comme ça. Voilà. Enfin, un rouge pêche dégueulasse saumon comme la dernière. Dégueulasse. Alors allons-y. C'est le gros morceau. Ouais. Enfin, oui, non, tu peux rester sur la montre. Non, mais c'est le gros morceau. En même temps, c'est le truc qui est le moins efficace. Je t'ai dit que ce serait un iPhone 12S. C'est un iPhone 12S qui a oublié de s'appeler 12S. C'est tout. C'est beau. Est-ce que vous croyez que du coup, c'est fini la gamme S chez Apple ou pas? Franchement, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que pour leur truc, c'est comme je vous avais dit, on change de numéro quand il y a un gros changement. Donc, je mets des gros guillemets là. Tim, excuse-moi si tu m'entends. Le gros changement serait le nouveau capteur photo. Puisque là, pour le coup, ils ont changé le capteur photo. On est d'accord, pour moi, c'est un peu à minima. Ce serait ça le gros changement. Pour le coup, ils ont revu. On est dur, mais ils ont revu le module photo. Ils ont mis des capteurs plus grands. C'est quand même 3 capteurs plus grands. C'est quand même un autre truc. Bon, la diagonale, c'est parce qu'ils ont mis la stabilisation. Et du coup, il fallait un petit peu d'espace. Voilà. Que je vous ai expliqué, on le met pour qu'il puisse faire le yo-yo. Sinon, ça marche pas. Sinon, il va taper l'autre et ce sera pas beau. Au moins, la stabilisation qui était l'année dernière, il me semble, que sur le 12 Pro Max, arrive maintenant sur tous les appareils photo. Il y a une espèce d'uniformisation de l'appareil photo, en revanche, qui est intéressante, notamment pour le 13 et le 13 mini, je trouve, qui, pour le coup, vont devenir des appareils pour filmer et photographier extrêmement intéressants. Parce que, là, c'est ce qu'on voit, là. Voilà. On va en parler de ça. On va en parler après. C'est ça que, voilà, sur la photo, donc, des capteurs avec plus de lumière, donc normalement meilleurs, notamment en basse lumière et en pénombre. C'était ça qui les intéressait. C'est ce que disait l'invitation. La 5G de base sur tous les modèles. 5G partout. Évidemment, le 120 Hz sur les pros. Voilà, pour moi, c'est quand même ça le plus grand changement. Même si on l'attendait aussi sur le 13, mais uniquement, j'y croyais pas. Il y a enfin du 120 Hz, quoi. Donc, du coup, là pour le coup, moi, par exemple, la photo, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Là, je trouve que. Là, tu prendrais le pro. Là, le pro m'intéresse plus parce que j'en ai marre d'avoir du 60 Hz parce que tu as l'habitude du 120 Hz. Oui, parce que je suis habitué. Et en fait, le truc qui est terrible, c'est quand tu as l'habitude du 120 Hz. Tu peux plus retourner en arrière. Franchement, c'est dur, quoi. C'est dur. L'iPad Pro est 120 Hz. Donc, si tu passes. Moi, je passe de l'un à l'autre souvent. Soudainement, je vois que c'est pas du 120 Hz. Mais les gens qui ont ça depuis des années, ou qui n'ont pas de 120 Hz, ils vont être contents, ça va leur changer la vie, mais ils vivent très bien avec du 60 pour le moment. Quand tu n'as pas, tes yeux sont pas habitués à ça, c'est pas grave. Mais là, j'avoue, enfin, on l'a sur le mode pro. Pour le commun des mortels, lequel il faut acheter? Le 13. Alors, pour 99% des gens. Honnêtement, pour moi, le meilleur compromis, c'est le 13. Comme le 12 était le meilleur compromis l'année dernière. Je parle d'un rapport. Un truc qui va vraiment apporter aux gens, c'est même pas vraiment le capteur photo, parce que la plupart des gens sont déjà très contents de ce qu'ils ont, alors que souvent, ils ont de la merde. Donc finalement, le nouveau capteur photo, c'est pas vraiment ce qui va les faire passer à la caisse, en tout cas pas la majorité. Ce qui pourrait les faire passer à la caisse, c'est peut-être la batterie. Ils ont pas mal parlé de durée de vie. Parmi tous les modèles qui sont sortis là, ils ont revu le design interne, ils ont mis une plus grosse batterie. Ils ont mis une grosse. Quel est celui qui dure le plus longtemps? Alors, ils ont gagné 1h30 a gagné d'autonomie le mini et le pro, et 2h30 le 13 et le 13 Pro Max, qui étaient les meilleures batteries de. Qui fonctionnaient déjà. La gamme, elles sont scindées en deux. Tu as le 13 mini et la gamme Pro vraiment au-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la photo... Et déjà, la gamme Pro durait plus longtemps que la gamme normale. Oui. Moi, j'ai le Pro Max. Beaucoup plus longtemps. Ah ouais, le Pro Max, il dure. Moi, le Pro Max, j'ai jamais de problème d'autonomie. Franchement, moi, j'ai le 12 Pro Max. Et là, 2h30 de plus, je me dis, ça va être très très bien. Et là, le fait d'avoir le 120 Hz sur le Pro Max, ça va pas lui... Alors, je pense que ça va... On l'avait dit déjà l'année dernière, souviens-toi. Pourquoi je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de 120 Hz l'année dernière, c'est que les batteries n'étaient pas prêtes. Là, visiblement, elles sont prêtes. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas sur les autres. Les batteries sont plus petites sur le 13 mini et le 13. Le 13 mini, vous lui foutez du 120 Hz. C'est mort. Baladez-vous avec une batterie de secours, à mon avis, en permanence, même si c'est optimisé. Alors justement, j'ai vu qu'il y avait des... Il y a la batterie MagSafe qui... Ouais, mais j'aime pas, c'est tellement vilain. C'est tellement vilain. C'est très vilain. C'est très vilain, mais ça te remet un petit peu de batterie, c'est aimanté. Mais pour répondre à ta question, je pense que le 13 est un bon compromis photo, parce que justement, on va le dire, il y a tous les modes qui ont été annoncés en photo vidéo qui arrivent sur les 4 iPhones. Et le seul truc, c'est que vous avez le téléobjectif sur la gamme Pro, qui n'est pas sur les plus petits, et qui lui s'enrichit du mode et le mode macro aussi sur les pros que vous n'avez pas sur l'autre. Téléobj, macro, c'est les gros trucs. Sinon, ça fait beaucoup plus cher pour pas grand chose de plus, quoi. Parce que comme tu dis, le commun des mortels n'en a pas forcément besoin. Je veux dire, les gens ils filment avec le capteur principal et l'ultra grand angle. Soyons clairs, c'est le reste ils s'en servent pas beaucoup. Les professionnels ou ceux qui ont plus besoin de filmer. Pro.
iront sur le pro pour le coup. Ok. Mais est-ce que les pros, ils n'ont pas déjà une caméra RAID? On va en parler. Mais si, c'est ça le truc. C'est le mode cinématique. J'aimerais entendre Chrono un peu quand même. Parce que je sens qu'il est à deux doigts de piquer du nez. Non. Quand j'ai regardé un petit peu les specs du mode cinématique, je me suis rendu compte qu'en fait, il s'agissait, donc c'est du 30 images par seconde 1080. En 1080p. Et la raison, elle est simple, c'est parce que c'est juste qu'ils ont réussi à adapter leur mode portrait à hauteur de 30 fois par seconde. Et donc, du coup, ça te fait en fait plusieurs photos à la suite en mode portrait. Et c'est pour ça que tu peux gérer la profondeur de champ en temps réel. C'est du mode portrait en vidéo. C'est de la photographie rapide, animé, à 30 images par seconde en 1080p, et donc c'est pour ça que ça a fonctionné. Moi, je suis très curieux de voir ce que ça rend en vrai, parce que moi, je trouve ça intéressant, même si c'est vrai que ça fait, quand on entend 30 images par seconde couplées à 1080p, ça fait un petit peu rétrograde. Mais les réseaux sociaux, c'est une définition très bien. L'intérêt, en fait, est autre. Je pense que c'est meilleur de prouver que désormais, leur mode portrait est suffisamment rapide pour pouvoir le faire à 30 images par seconde. Et moi, je serais curieux de voir ce que ça rend en vrai, ne serait-ce que sur un petit écran, parce que sur un écran 4K, oui, ça peut-être rendre un peu moins bien. Donc ouais, moi, je suis curieux de voir ce que ça rend en vrai à ce niveau-là. Et puis, comme moi aussi, j'aime beaucoup la photographie, notamment les poses longues et ce genre de choses. Je suis curieux de voir aussi leur progression en pénombre. On rappelle ceux qui nous regardent, si vous n'avez pas suivi la conférence, que le mode cinématique, c'est ce qu'on voit là. C'est en gros un mode qui vous permet de faire des mises au point automatiques en fonction du sujet que vous êtes en train de filmer et qui prend même en compte le regard du sujet. Donc si je filme Pépé et que Pépé regarde la télé, ça va faire la mise au point sur la télé. Et il y a un dernier point sur le mode cinématique que j'ai oublié de préciser et que tu étais en train de préciser aussi, c'est qu'il utilise l'ultra grand angle pour anticiper les sujets qui vont entrer dans le champ et donc du coup pour pouvoir faire le focus sur la personne qui va arriver au moment où elle arrive. Et ça, c'est tout con, mais c'est vachement cool. Moi, franchement, je suis d'accord avec toi. C'est un truc que je trouve hyper intéressant. Autant, il progresse sur la photo, j'ai envie de dire presque logiquement, mais ce mode cinématique, il m'intrigue. Il m'intrigue, mais je crois qu'il faudra vraiment tester. Parce que il y a un truc que je voulais dire rapidement, c'est qu'on a vu beaucoup d'images, beaucoup de trucs pendant cette conférence. J'étais avec Mélinda d'ailleurs, et j'étais très heureux de pouvoir voir. On a vu des extraits qui étaient justement tournés, qui étaient faits pour nous montrer les choses. On a vu beaucoup d'images également, et on a vu des images ultra léchées. Il faut savoir que ce qu'on peut faire avec un iPhone, c'est vrai, ils font des progrès cinématiques pour avoir justement cette AI, puisque c'est ça qui prédit tel ou tel personnage. On peut faire donc un effet bokeh ou pas bokeh, rapproché, faire un double truc. Mais il faut savoir que la plupart des smartphones qui sont utilisés pour faire ce genre de pub sont ce qu'on appelle rigués, c'est-à-dire qu'ils sont mis dans un rig, ils sont tenus. Rien n'empêche à la captation d'avoir également une optique particulière qu'on peut rajouter sur un iPhone. Il faut savoir que imagine s'ils le font pas, mais moi je suis l'avocat du diable toujours, et je me dis qu'en plus les éclairages jouent énormément. J'ai vu des choses éclairées divinement pendant ces clips, et je me suis dit c'est merveilleux parce que et il y a également l'arrivée de ProRes, qui est donc le système de compression signé Apple, qui serviront donc à des monteurs. Tu vas pouvoir modifier ton fichier après coup. Ouais, mais le truc c'est tu peux aussi. Tu peux aussi. Alors après, moi, on parlait justement avec un monteur qui était avec nous chez Frandroid, des gens qui sont en train de faire du montage avec moi et dans ma vie, qui m'ont dit ok, on a vu la conférence, mais ce qu'on essaye surtout d'éviter quand on tourne, c'est d'avoir à faire beaucoup de post-prod derrière. Le truc de on tourne, on verra ça à la post-prod, tout le monde essaie d'éviter ça. Donc le truc, c'est que certains systèmes qui sont dits automatiques, qui évitent de faire appel à ça, quelquefois sont meilleurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on peut débrayer, pas débrayer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on peut débrayer et comment on peut régler tout ça quand je vais tester le produit. Voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi. Je vous invite, on a discuté en effet avec Anthony qui était avec nous, qui est monteur chez Frandroid, et je vous invite à aller lire ce week-end sur Frandroid demain le papier justement où Anthony explique ça, qui est un pro de la vidéo, pourquoi ce mode pro en fait, il émet lui en tant que professionnel des réserves. Mais après, on n'a pas eu beaucoup d'informations. C'était très très flou. Ça arrive plus tard et ça arrivera, comme je disais à Pépé, à mon avis, d'abord en bêta et on verra après. Gardons un truc en tête, pardon, excuse-moi, je t'interromps juste là-dessus, c'est que Apple, très souvent, quand ils annoncent quelque chose et qu'ils disent que ça arrive plus tard et que ça arrive en bêta, en général, les promesses ne sont pas là au moment de la sortie en bêta. Et n'achetez jamais un produit sur des promesses, achetez-le sur ce que vous avez de concret. Il faut que ce soit un petit plus. Il faut que le ProRes ce soit un petit plus. Ne l'achetez pas pour ça. Pas pour ça. Parce qu'on ne sait pas. Non. Donc voilà, allez lire, l'analyse est très intéressante. Et déjà, c'était intéressant. Voilà. Et là, il nous a fait l'analyse à l'écrit pour ceux qui nous ont raté mardi. Mémorable. Mais voilà, mais c'est très intéressant d'avoir le regard d'un professionnel du montage à qui c'est normalement adressé, puisque comme Pépé, c'est des gens qui doivent refaire de la retouche derrière d'image. Lui, il est sceptique sur l'appellation ProRes et sur l'utilisation parce que... Le ProRes en lui-même, non. Pas tout de suite, en fait. Voilà. Il faut éviter
de se dire de toute façon on verra faire ça à la post-prod. Et le mode de style photographique aussi, on n'a pas dit, qui arrivait parce que comme on dit sur la photo, il manque quoi, il y a 4 styles. Mais tu peux les personnaliser derrière. Oui, mais tu peux faire des pré-réglages. Le truc, c'est qu'il manque toujours, comme on disait avec Pépé et Anto, il manque un mode automatique, enfin un mode, comment on peut dire, pas automatique, justement manuel sur la photo, sur l'iPhone. C'est les prémices de laisser un peu de liberté. Tu sais que laisser de la liberté, c'est pas forcément le fort des produits Apple. Après, ceux qui veulent de la liberté, ils prennent pas l'application native de l'iPhone, ils en prennent une autre. Voilà, toute la liberté. Exactement. Mais bon, c'était sur les améliorations, elles étaient clairement sur la photo, sur les iPhones. Moi, je trouve que c'est très intéressant pour l'iPhone 13 mini et le 13, je te dis, parce que eux vont avoir un véritable upgrade sur la photo, de par la taille des capteurs, de par les possibilités qui sont les mêmes. Finalement, aujourd'hui, les différences entre les deux gammes, elles tendent à se réduire. Déjà, on n'a plus de différence entre le Pro et le Pro Max, sauf la taille de l'écran. Donc, je rappelle, 5,4, 6,1 pour le 13 et le 13 Pro, 6,7 en haut. Il y a un truc c'est vraiment des différences de taille maintenant, et ça, c'est bien. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est étonnant, d'ailleurs, le 13 Pro a un cœur de GPU en plus. C'est-à-dire que la partie graphique du Pro est plus puissante que le 13. Donc et apparemment, il y a des premiers benchmarks qu'on liquait un peu sur Geekbench et compagnie. Ça éclate le 12 Pro en termes de perf 3D. D'accord. Bon, voilà. Il y a un cœur de plus, en effet, GPU. Entre la gamme... déçu, parce que les gammes Pro n'ont pas. En vrai, tu t'attendais à quoi? Le Pro en rouge. On a déjà eu cette discussion l'année dernière. On va une keynote spéciale. On t'a déjà expliqué pourquoi tu n'aurais pas de rouge sur le 13, sur les Pros. J'ai bien compris. Il faut que tu sois premium. On ne te met pas du rouge premium. Je comprends bien. Tu ne l'auras pas. On t'a changé le bleu déjà. C'est déjà ça de prix, Bon, un mot pour qualifier cette conférence et ensuite on passe à la suite. Voilà. le voilà du début revient. Moi, j'ai pas changé. Voilà. Refais-le. Voilà. I want more. I want phenomenal. Ah oui, d'ailleurs. Parce qu'effectivement. Et puis, mais l'audio aussi. On peut revenir sur ça très brièvement. Tu as eu effectivement la déception parce que. Mais nous l'avions dit avant. En disant, mais viens, va y avoir du son, tu vas kiffer. Je lui ai pas dit, viens, il y aura du son. Il est venu en disant, va y avoir du son, je vais kiffer. Et il n'y a pas eu de son, il a pas kiffé. Je lui ai dit, viens, tu vas kiffer. Parce que je suis quand même lui. D'accord avec Max. La semaine dernière, j'étais là et j'ai entendu ça aussi. Je lui ai dit, et je l'ai dit que pour moi, le son. Ça va être en Mais non, mais le truc, c'est que ça va, comme tu l'avais dit déjà dans le récap. Ils n'ont pas pris une autre keynote à avoir. Au mois d'octobre. En fait, ils s'allouent chez Xiaomi là en ce moment. En octobre, il y a encore une keynote. Les amis, c'est toujours comme ça. Oui, deuxième couche. Parce que là, les gens ont fait, il n'y avait pas les MacBooks. Mais à quel moment vous avez déjà vu les MacBooks avec les iPhones? Pour le coup, c'est normal. Mais non, au mois d'octobre, vous aurez le MacBook. C'est pas plus tard les MacBooks. Non, en général, c'était fin octobre, c'était pendant les vacances de la Toussaint. C'est elle qui fixe les dates, elle fixe les dates. Celle qui décide, celle qui appelle Bon, si on l'a fait le 13 octobre. Et tu peux pas faire le 13 octobre, Tim, enfin. Je peux pas, je suis en l'anniversaire de ma fille, le 14. Non, c'est le 9. Ah, tu vois, c'est pas très Non, mais le truc, c'est comme tu as dit dans le récap, ils ont fait tout un sketch avec Apple Lossless, machin, et il n'y a pas une seule fois, ils se sont dit, bon voilà, l'iPhone va évoluer de ce côté-là aussi, il laisse les autres faire la coup-ci, Android, il laisse faire. De l'autre côté, Android, ils se gavent. Et ils disent, de toute façon, on ne parle même pas de ça. Et je pense peut-être que les AirPods vont arriver avec un communiqué de presse et ils vont nous les balancer. Je pense qu'il y a deux trucs. Ou communiquer. C'est ce que j'ai mis cette semaine pour répondre à tous ceux qui disaient, il manquait des trucs. Bah oui. Ce n'est pas la révolution sur les AirPods qui arrive. Même si on nous sort des AirPods 3e génération qui ressemblent aux AirPods Pro, je pense que ce ne sera pas la révolution. Mais un autre truc qui pourrait faire plaisir à Pépé, c'est qu'au mois d'octobre, on fête les 20 ans de l'iPod. L'iPod, c'est quand même un produit qui a une place tellement à part dans l'histoire d'Apple, que ce troisième événement peut-être murmuré, qui pour moi était cette communication en CP, c'est peut-être un événement distinct des MacBooks sur l'iPod. Mais non, mais juste... Alors peut-être qu'il y aura un nouvel iPod. On sait que ça fait très longtemps qu'ils se murmurent qu'ils retravaillent sur un qui pourrait être l'iPod anniversaire. C'est possible. Aujourd'hui, est-ce que les gens ont envie d'un iPod serait adapté aux nouvelles normes audio ultra limité avec, tu sais, ça se vendrait. Ultra limité avec un partenariat contre un truc de fête, quoi, un truc de fête en raid, et avec Apple Music, avec plein de trucs, une grosse nouba avec Billie Eilish et je ne sais qui vient chanter, et pour mon pépé. Voilà, les nouveaux AirPods qui vont avec le magnifique nouvel iPod. Mais non, mais ça se vendrait. Si tu fais un iPod Edition, les 20 ans, je suis certain que les gens... Un DAC de très bonne qualité qui avec un bon DAC, et dedans, il dit, oh tiens, c'est le seul truc qui, pour moi, fait que... Peut-être ils ne l'annonceront pas en CP, c'est de garder des billes pour un événement audio. Et notamment, il y a plein d'animations qui arrivent avec iOS 15. Il y a le head tracking, il y a plein de choses qui arrivent autour du son. Tu sais qu'on pouvait pas en parler? Si. De quoi? Ça. Ça a été annoncé depuis ici.
les mecs, ils savent des trucs. Mais non, j'ai à moitié signé, puis je me suis dit, je le dis pas. Il y a des trucs qui arrivent à moitié signé, ça va. Non, je me suis arrêté à P, j'ai pas mis le P derrière, mais je peux en parler si vous voulez maintenant. Ça a été annoncé sur les nouveautés. T'as la date aussi. Je te dis ça, c'est tout que ça arrive avec iOS 15. iOS 15, ça arrive lundi, pour ceux qui veulent savoir. Et ça, on le sait. Mais je sais même plus. Et puis c'est toujours le 20, de toute façon, c'est toujours le 20. Je sais plus ce que je peux dire. C'est elle qui fixe la date. Oui, c'est ça, je ne sais plus ce que je peux dire quand Melinda m'a pas dit que c'est OK. Justement, en tant que je te tiens, Melinda, est-ce que tu crois que Apple pourrait un jour sortir des AirPods de couleurs différentes ou pas? Est-ce que tu crois que c'est possible? Des AirPods rouges pour Max, j'achète direct. Alors, ne rigole pas. Je pense que sur la couleur, ils ont un problème, c'est qu'ils ont Beats. Et que Beats, ils ont du rouge pétant. Beats joue beaucoup sur la couleur parce que c'est une cible jeune. Les AirPods, c'est assez neutre pour satisfaire tout le monde. On reconnaît la forme, mais pas la couleur. Voilà, en gros, tu identifies tout de suite le truc. Est-ce que, je ne sais pas si sur les AirPods, alors je t'avoue que je me suis déjà posé la question, déjà pour aller sur un modèle noir, et je pense que en fait, c'est pas leur... Ouais, non, mais c'est ça. Je les sens pas aller sur de la couleur sur les AirPods. Après, je me trompe peut-être que justement pour le... Non, il va t'appeler de toute façon. Mais pas les AirPods Pro, en tout cas pas les AirPods Pro, tu vois. Peut-être les AirPods classiques. L'idée, c'est qu'il y aurait trois modèles d'AirPods. J'ai du mal à croire qu'ils puissent mettre un bazar pareil dans la gamme. Moi, j'y crois pas. Après, c'est vrai que pendant longtemps, on s'est dit aussi qu'Apple allait jamais sortir de smartphones colorés. Tu vois, il y a avec une pléthore de couleurs. On a tout ça. Oui, Apple, ils ont une offre très claire. Il n'y a que 4 téléphones, machin. T'as vu, ils ont mis la liste à la fin. Allez, 300, 400, 500, 600, 700. Dis-moi ton prix, j'en ai un. La couleur, ils ont commencé la couleur aussi beaucoup sur le 5C. Ouais, exact. Parce qu'en fait, ils s'ouvraient à l'époque à l'Asie et notamment à la Chine. Et c'est des endroits où on aime beaucoup les couleurs. C'est aussi pour ça qu'ils ont sorti après les modèles d'iPhone qui étaient dorés, or rose et tout. C'était pas tant pour séduire. Hors champagne et hors rosé. Mais c'était pas pour séduire le marché occidental. C'était vraiment, il y avait une vraie volonté d'aller séduire. Moi j'aimais bien. Le rose, il est un peu rose là. Du coup, un mot pour qualifier cette keynote, Chrono? Franchement, je pense que je me suis adouci avec le temps, mais j'ai trouvé ça plutôt... Ça va. C'est pas en grand. On est entre le voilà et le ça va. I need more. Moi, je dis... Melinda, j'ai pas eu de... Hormis l'iPad mini, c'était comme je l'attendais. En fait, j'en attendais pas... J'attendais un truc intermédiaire, en fait. En fait, une année un peu S. Ben oui, tu sais, parce que production en rade... Enfin, aujourd'hui... À l'année prochaine. Les pénuries et tout le Bronx font que on attend des renouvellements comme avant des fabricants. Et je pense que parfois, ils auraient dû dire stop, quoi. Puis à un moment donné, pas les moyens. même pour arrêter de se voir sortir tous les ans, d'attendre des révolutions. Ouais. Limite, moi, si un jour Apple dit on arrête d'en sortir un tous les ans, on sort renouvelle tous les 2 ans, je dis c'est bien. C'est bien. Ouais, mais mais le font pas. Ils le font jamais, bien sûr. Perte monumentale d'argent. C'est tout con, mais ils n'ont que 4 nouveaux. Regarde, on a vu Xiaomi tout à l'heure. Là, ils en ont 4 nouveaux. Ce qui est lié aux cinématiques mode et tout, c'est vraiment des choses que moi j'aime personnellement. Dès que c'est lié un peu à de l'IA, à de l'anticipation, moi je trouve que ce sont de bonnes idées. Moi je trouve que c'est vachement bien parce que ça poussera dans le bon sens l'évolution globale, dans la mesure où le mode portrait, c'est Apple qui avait commencé, quand il avait poussé dans le bon sens l'évolution globale. Ça pousse des gens. Ouais, je suis plutôt. Moi, c'est pour ça que en fait, tout a pu me décevoir. C'est Chrono. Tout a pu me décevoir, mais en fait, cette partie-là me plaît tellement que ça rattrape pour moi ce qui m'a pas forcément plu. Mais je suis d'accord, ils devraient faire une conf. En fait, s'ils avaient le courage, une conf hyper techno. Une conf logicielle. La puce et les nouveautés, et là, il tue. Mais c'est Adobe PC, et il tue le truc. Parce que j'aurais jamais cru être le plus enthousiaste. Franchement, alors là, rendez-vous. C'est génial. Je me déçois presque. Pour la suite des infos concernant les produits Apple. Pour le moment, on a terminé pour celle-ci. Vous voyez, on a pu être assez court. C'est ça qui est bien, c'est quand il raconte rien, il n'y a rien à redire derrière. On a quand même tenu une... Oui, mais ça, c'est parce que c'est nous, franchement. On a été synthétique, c'était bien. On se met 2 écouteurs sur la table, on peut parler 2 heures. L'actu de la semaine, c'est aussi des tests. Il va falloir choisir, il nous reste 12 minutes. Moi, vas-y, toi. Celui-là repart mardi et après je veux bien un côté Chrono sur Dune. Allez, c'est une sorte de test. On peut faire ça, c'est parfait. JK, les tests, jingle. Je vais être rapide parce que si je vous le présente, alors, en soi, c'est un nouveau PC portable gaming tel que Asus en fait depuis un petit moment, les fameux TUF, les TUF, ils appellent ça TUF plutôt, parce que ça fait un peu... Oui, bien sûr, je rigole. Hein. Voilà. Il est très classique, je crois que je vous avais déjà montré un design comme ça, c'est un PC portable avec
avec un écran Full HD 144 Hz, un Core i7, 16 Go de RAM, voilà. Il y a du RGB, bon, voilà, c'est classique. Si je vous le présente là, c'est qu'en fait, c'est le premier que j'ai l'occasion de tester avec une RTX 3050. Donc, c'est l'entrée de gamme qui n'est pas disponible en carte graphique classique, puisque la 3050 aujourd'hui, c'est réservé au laptop. Et du coup, c'est un PC portable qui est vendu à un prix tout à fait intéressant, puisqu'on peut le trouver avec une petite promo qui va bien à 950 €, quoi. Donc, vous avez un PC portable quand même à ce prix-là avec une 3050 qui promet quand même des bonnes perfs. La 3050, ça prend le relais de la 1650, parce qu'il n'y a pas eu de 2050, on se souvient, dans la génération d'avant. Après, je suis un peu déçu au niveau des perfs quand même, malgré tout, parce que le problème, c'est qu'elle a que 4 Go de mémoire vidéo et c'est un peu juste. Ah oui. Ouais. Et du coup, en termes de perf, c'est quand même, on est assez loin quand même de ce que peut proposer une 3060 en termes de performance. C'est-à-dire que là, on arrive à un niveau de performance qui est même avec le DLSS, le ray tracing est à peine viable en fait, selon les jeux. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que tu disais, t'as donné le prix déjà, j'ai pas envie de... Ouais, 950 €. Et toi, on trouve des 3060 à ce prix-là dans des laptops aujourd'hui, et c'est pour ça... Tu grilles ma conclusion, mais t'as raison. Pardon. C'est pas grave. Je suis désolé. Ouais, comme ça, le test ira plus vite. Vas-y, Jika. Si on peut juste afficher mon graphique de résultat benchmark normalement que j'avais mis dans le conducteur. Par exemple, un exemple, si on balance du DLSS, un Watch Dogs Legion qui est quand même bien balèze, avec du ray tracing et du DLSS en mode performance, on va difficilement dépasser les 30 FPS, tu vois. Donc c'est chaud. Par contre, tu vires le DLSS, tu vires le ray tracing, tu mets du DLSS, tu passes à 55 FPS. Donc ça reste quand même très propre pour une machine à 950 balles qui va te faire tourner un Watch Dogs Legion sans le ray tracing certes, mais à quasiment 60 FPS, tu vois. Pareil pour Doom qui dépasse les 60. Mais tu vois, le 60 FPS n'est pas garanti. Alors là, je nuance parce que les tests que je fais, c'est les mêmes pour toutes les machines. Donc en général, je mets les settings les plus élevés possibles, etc. En jouant un petit peu sur les settings, vous pouvez quand même atteindre un 60 FPS. Par exemple, un Assassin's Creed en moyen, il va tourner à quasiment 50 FPS. Ça va, ça reste tout à fait honnête pour une machine à ce prix-là. Mais malgré tout... L'écran me semble assez peu lumineux. Alors c'est vrai que je parle pas trop de ces aspects, mais petite déception sur l'écran qui est assez peu lumineux. Ouais, là, je l'ai mis à fond et je suis en mode les gars. L'écran, je sais même plus ce que j'ai noté, mais on est à genre à peine 300 candela par mètre carré. C'est une dalle mat. C'est une dalle mat Full HD. Après, le reste, il est un peu bruyant, je trouve, malgré tout, alors qu'il a une 3050 qui est censée consommer un peu moins. Et qu'il a un gros châssis en plus. Hein. Ouais. Donc, et l'autonomie en mode bureautique, elle est pas terrible, quoi. Tu vas taper les 4 heures, ça va être un peu difficile en plus. Donc, du coup, mitigé sur cet ordi, on l'a sur JV, on lui a mis 3 sur 5, donc c'est pas une note catastrophique, mais en conclusion, c'est vrai que et Chrono a raison. Aujourd'hui, avec une bonne promo pour 100 balles de plus, tu peux trouver un PC portable avec une 3060, et notamment chez Asus, chez les Teufs, etc. Donc j'irais plutôt là-dessus. Je trouve que, ou alors faut attendre des promos sur la 3050 et toper à 800 €. Qu'est-ce qui justifie ce tarif du coup? C'est compliqué à expliquer. Si dans leur propre gamme, ils ont des trucs mieux pour pas beaucoup plus cher. Pas forcément, mais sauf que c'est ce que je disais, les 3060 à moins de 1000 €, c'est avec une bonne promo. C'est-à-dire que c'est pas les prix publics. Ouais. Ça, c'est les prix pendant 1100 € en général. Voilà, ça va être les prix pendant un Black Friday, pendant un solde, etc. Donc attendez peut-être, parce qu'en vrai, ça peut être un PC viable si vous avez vraiment un budget très limité et que vous voulez comme un truc gamer. Il est lourd, hein. Attendez qu'il soit à 700 balles ou 800 balles avec une bonne promo, là ça vaut le coup. Ouais, mais il est lourd, mais... C'est les portables de JK. Hein. C'est un 15 pouces. 15 pouces. C'est un 15 pouces. C'est pas le plus lourd que j'ai ramené. Hein, non, alors là, non, c'est pas le plus lourd, mais t'as ramené des lourds. Disons qu'il a le poids de son look. Tu sais, il a un look de... J'ai l'impression que le jeu préinstallé dessus, c'est Armored Core. Oui, il y a un côté un peu industriel. C'est le look Teuf. Ouais, mais je sais pas, j'ai eu l'impression que les Teufs étaient un peu plus élancés ou un peu plus élégants, les derniers que t'avais ramenés. Le design, c'est exactement le même que... C'est le nouveau design Teuf qui est... Ils font exprès, parce qu'on voit, il y a des pseudo-vis dans les coins qui sont hexagonales, c'est vraiment pour faire genre regarde, c'est solide. En fait, c'est un PC Rhino Shield. Non, mais Teuf, en termes de design et qualité, etc., c'est la gamme juste en dessous de Rogue. Rogue, c'est un peu plus quali, même si entre les deux. Mais ça reste très correct, Teuf, pour le prix. Bon. Donc, voilà. Donc, pas mal, mais un peu cher. Un peu cher par rapport aux perfs qu'aujourd'hui. Et pas très lumineux. Ça délivre. Et écran un peu limité en luminosité. Donc, si vous voulez jouer dehors, bon, ça arrive relativement rarement, mais ce sera pas... même travailler dehors, c'est pas forcément idéal.
Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est sobre. Et ça peut plaire à beaucoup de gamers qui en ont marre de voir des trucs noir, rouge, bleu, vert, violet, jaune avec des traits partout. Merci, ça va. Quoi. Très bien, merci JK pour ce petit test. J'imagine qu'on peut retrouver tous les détails. Le test est en ligne, c'est la juste F15. Le test est sur JV, effectivement. Merveilleux. Et du coup, vous vouliez terminer sur Dune. On n'est pas dans Allociné, mais on va le faire quand même. C'est technique, là. Chrono, oui, mais il va quand même donner son avis sur le film, à mon avis. Moi, j'ai vu hier, mais dans un UGC de base, donc l'écran à l'image est incroyable. UGC de gueux. Alors moi j'avoue, on va virer tout de suite la partie sur le film. Moi, je te dis simplement que le film est très bien, il est très rythmé et qu'il est long et qu'on ne sent pas le temps passer parce qu'il y a vraiment... Enfin, personnellement, j'ai trouvé qu'on ne sentait pas le temps qui passe et que le rythme était suffisamment soutenu. Et surtout, il fait office d'une excellente introduction parce que c'est une première partie, mais une introduction qui se termine avec une... Enfin, je veux dire, quand ça se finit, tu te dis... Pas vraiment, non, mais tu as passé un bon moment et tu as vraiment hâte, tu as envie qu'il fonctionne pour avoir la suite. Enfin, c'est ce que j'en ai pensé. Jika, qu'en as-tu pensé? Je suis beaucoup plus mitigé sur le film. C'est un remake du premier ou pas? Non, pas du tout. C'est une autre histoire. Une nouvelle adaptation. On a vu tout le monde dire oui, c'est génial. Je trouve que c'est un film qui est trop, qui délivre pas ce que j'attends en fait d'un. T'as lu les bouquins? T'as lu Non, je connais pas le livre, donc les tomes carrément. J'ai pas de point de comparaison là-dessus. C'est un film qui a des magnifiques images et j'imagine qu'en Dolby ça doit rendre ultra bien. Mais je trouve que c'est un film qui est tout le temps filmé de la même manière. Du coup, au final, c'est un film assez plat. Moi, en tout cas, c'est comme ça. C'est un film assez plat, en fait. C'est magnifique. Pour s'appeler Dune, c'est dommage. C'est plat. Oui, mais c'est très beau. Mais en fait, j'ai pas ressenti grand-chose en le regardant. Alors, je suis resté en dehors, alors que les amis avec qui je l'ai vu, la plupart ont trouvé ça mortel. Moi, je suis resté. Et c'est un peu le problème que j'ai avec les films de Villeneuve, même si j'ai plutôt bien aimé de Blade Runner 2049, c'est que je trouve qu'il fait des très belles images, mais c'est très froid et très. En tout cas, pour moi, ça ne te parle pas beaucoup. Bon, on a expédié le côté avis sur le film. Vous irez vous faire un avis vous-même en allant le voir. Maintenant, parlons de la partie technique, puisque la particularité de ce que tu as vu, Chrono, c'est que c'était donc en Dolby Cinéma. Exact. Moi, j'ai eu la chance d'être invité par Dolby pour pouvoir aller voir le film en Dolby Cinéma. Donc, le Dolby Cinéma, c'est quoi? C'est la concordance de 3 aspects, on va dire. 2 aspects sur lesquels mon très cher ami Pépé connaît très bien le sujet, c'est-à-dire le Dolby Vision, qui concerne l'affichage, donc le côté visuel. Et d'ailleurs, moi, c'est la 2e fois que je vais voir un film en Dolby Cinéma et on te montre une petite trailer avec le point lumineux. Avec le point et on te montre ton trailer, on te dit vous êtes habitué à voir le noir de cette façon et on te dit en fait ce n'était pas vraiment noir. 2000 sur 1, c'est en 2000 sur 1 ça. Et la plupart des salles de cinéma. Et là tu passes à 1 million, tu passes de 2000 sur 1 à 1 million. Donc le noir devient noir. Avec Christie. Voilà. Vous étiez habitué à voir ça et en fait si vous le regardiez simplement sur votre TV OLED chez vous, ce serait mieux. Oui, sauf que... C'est ça en gros le... Oui, sauf que... alors je vais détailler après les différentes parties, mais donc Dolby Vision pour l'image, Dolby Atmos dont Pépé a parfaitement présenté la dernière fois les caractéristiques il y a quelques... C'était la semaine dernière. Mais 15 fois ici, mais 15 fois avec plaisir. J'adore ça. Avait les cheveux la première fois qu'il a parlé de cinéma, et le dernier point sur les Dolby Cinéma, c'est le confort dans les sièges, c'est-à-dire que tu as des sièges avec beaucoup d'espace, où tu as une petite molette où tu peux t'allonger. Ça c'est con, mais c'est tellement confortable. C'est ultra confortable. C'est bon ça. Bref, donc pour... d'ailleurs... T'as jamais fait de séance en Dolby? Alors, j'ai pas fait de truc Dolby, par contre j'ai essayé les salles de cinéma pour... Les trucs les duos, un duo pyridé. Mais c'est chiant. Il te manque un accoudoir. Non, c'est nul. Non, c'est en mode où je mets mon verre, il n'y a pas de truc. Horrible. N'importe quoi. Bah écoute, moi dans celle que j'ai testée, il n'y a qu'un seul truc, et du coup, si on boit à 2, t'es bien déçu. Pas dans mon cinéma, Pâté-le-Valois, donc je t'invite à y venir. Enfin bref. Donc, Dolby Vision, en fait, alors faut savoir que, j'en ai parlé avec Pépé tout à l'heure parce que j'étais pas sûr de ce que ça voulait dire, mais un cinéma en 3D en termes de puissance de lumière, d'accord, la lumière que ça dégage, les images, c'est entre 3 et 4 pieds Lambert. Je ne sais pas ce que c'est comme mesure, mais c'est pourquoi le pied Lambert, ça correspond à 3,4 candela au mètre carré. Ah ben voilà, parfait. En tout cas, vous que vous allez au cinéma tous, j'imagine, vous qui nous regardez, dites-vous qu'en général, c'est entre 3 et 4 pieds Lambert en 3D. En Dolby Vision, c'est 14 pieds Lambert. Donc autant te dire que... Non, c'est plus que ça. Ce que je vous ai dit dû être faux. Parce que je sais très bien que Christie, en fin de compte, là tu parles de projection, c'est-à-dire la diffusion d'images. Avec les 2 lasers Christie, exactement. Avec les Christie, on atteint en lumens, normalement on peut dépasser les 20, 30, 40, 50 000 lumens en Christie. D'accord. Mais ça, c'est peut-être en 2D. Mais le pied Lambert, il faut savoir que c'est utilisé principalement aux États-Unis. C'est en France, on parle de projection en lumens sur des écrans et on calcule en général au mètre carré, on fait des candélas ou des lumens. C'est ce que tu disais, effectivement.
effectivement, le pire impair, c'est 3,426. C'est ce que moi, mais là, on n'est pas là pour faire. Mais du coup, moi, je travaille pas comme ça, je travaille en lumène avec les projecteurs. Donc, Et du coup, de toute façon, en 2D, c'est d'autant mieux parce qu'on sait très bien que quand on regarde des films en 3D, il y a une opacité supplémentaire qui fait que du coup, la lumière, c'est moins lumineux. C'est moins lumineux. Et donc, comment vous dire que oui, ça arrache la gueule visuellement, même si la place coûte beaucoup plus cher. C'est 19 € la séance. Voilà. Où est-ce qu'on peut voir ça à Paris? Alors à Paris, il y en a quelques-uns, mais sinon, dans le global, en France, il y en a 10. Alors Paris, moi, je l'ai vu au Pâté Beaugrenelle. C'est Beaugrenelle en général. Il y en a un à Belle Épine, un à Massy-Palaiseau, un à Beaugrenelle. Herblay, non? Parce que moi, je suis allé à Herblay, je crois. J'ai fait le reportage à Herblay. Oui, il y a l'IMAX. Faut que j'aille chez Rofelos pour voir un film correctement. Voilà, il y a l'IMAX, je crois. Il y a IMAX et Dolby Vision, je crois. J'ai pas le Herblay. Ça, c'est un film qui a été. C'est peut-être ma faute. C'est un film qui a été tourné en IMAX, il me semble. Bon, il y a le Belle Épine, il y a Pâté Belle Épine à Thiers. Parce que là, les gens vont se dire, d'accord, c'est quoi la diff entre IMAX et. C'est pas les mêmes technos. Par exemple, l'IMAX, c'est le DTS pour l'audio. Et l'IMAX travaille pas avec le Dolby Atmos déjà. Pour le son, ils ont eu un mixage particulier. Et Dune a été tourné en IMAX. Je ne sais pas si c'est tourné en IMAX. Il faut savoir que pour tourner, mais à 100%. Ah ben, j'ai regardé tout le générique, à la fin, c'est marqué filmé en IMAX et pour l'IMAX. Donc en fait, on t'a invité à le voir en Dolby, alors qu'en fait, c'est fait pour l'IMAX. Non, je vais voir. Et Warner. Il peut y avoir des trucs filmés en IMAX, pas l'intégralité. Je sais pas, je me suis pas dit d'accord. Entre autres, il y avait aussi, c'est aussi pour le Dolby. Voilà. C'est marqué filmé à l'iPhone à la fin, tu vois. Bon, payé par Tim Cook. Pas toutes les infos sur celui-là. Et du coup, tu as l'impression d'avoir vu quelque chose d'exceptionnel. Pour toi, est-ce que ça vaut ces 20 balles? Alors ça vaut pour un film qu'on attend vraiment beaucoup. Un film comme Dune. Moi, tu vois, je trouve que le côté froid, au contraire, ça donne du sens à ce film-là. Et je trouve que justement. Non, mais je suis d'accord, même si je suis très. Enfin, j'ai des réticences, mais j'aurais vraiment voulu le voir en Dolby pour le coup. Je pense qu'un film comme ça, qui est grandiloquent, qui est vraiment. Grand film avec de belles images et du bon son, parce que le son aussi n'est pas en reste. Oui, le son. Ouais, je recommande personnellement d'aller voir ce genre de film en Dolby. Parce que moi, le seul film que j'ai vu en Dolby, c'était Venom. Autant dire qu'en termes de qualité, même si j'ai pas moyennement aimé Dune, Venom, c'est quand même bien en dessous, quoi. C'est bien en dessous, effectivement. Donc ça vaut peut-être quand même ces 20 balles. De temps en temps, exceptionnellement pour un très gros film. Exceptionnel, clairement. Ça vaut très bien. Merci Chrono de nous avoir rapporté un petit peu ta vision de Dune en Dolby Cinéma. Pépé, on te retrouve dans quelques instants pour le récap. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal du hardware. Restez sur le stream. Tout de suite, c'est le récap. C'est parti. Salut.